Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui fume les films bien au chaud à la maison. Une fois de plus, nous avions besoin de notre dose de film, notre dose de fixe. Thierry, tu es chaud, tu n'es pas trop en manque des salles de ciné, ça va ? Alors en manque des salles de ciné, je sais pas, en manque de cam, toujours. Aujourd'hui Thierry, on fait une descente dans les films de drogue. J'espère que tu es paré. Ouais, enfin bon, en gros, on en a un qui s'est vexé parce qu'on lui a dit que quand il parlait, on a l'impression qu'il était défoncé, il a choisi des films de drogue. Tu peux le dire, on n'est pas obligé d'être gentil. Non, hein. en fait, je voulais juste vous montrer ma vraie personnalité. Qui a dit qu'on C'est parlait de toi, Marwan? Bah, arrête, tu connais l'histoire, hein, de quelqu'un qu'on apprécie bien dans l'émission. Il s'est dénoncé, donc vous entendez cette voix avec nous bien sûr, comme dans chaque émission, les junkies de la critique ciné. Il a... Il est déjà mort de rire. Oui, J'ai tellement peur. J'ai tellement de conneries à balancer sur toi. C'est toujours... En fait, la plus grosse difficulté, c'est choisir laquelle je balance, en fait. C'est toujours ça. Fais-les toutes et puis on verra les rires, tu vois. Voilà, Les il rires écrit toujours une intro pour chacun, mais il en écrit 5 pour toi, et puis il choisit selon son humeur, hein, faut le savoir. C'est ça. Au début de l'année, on l'avait amené voir Merveille à Montfermeil. Il est devenu complètement accro aux comédies. Il prend tout ce qui passe, il en peut plus. C'est Marwan. Salut. Salut, En mec. plus, c'est toi qui Oui. nous a proposé le thème, en plus. Ah bah oui, c'était le but, hein. Vraiment, c'était de proposer des tons variés et puis amusants, ou pas. Elle, son addiction, c'est plutôt le protoxyde d'azote, appelé aussi gaz hilarant. Elle s'est reconnue. Ah, merde. Il y a ça. J'ai cru que t'allais dire le prout. Oh punaise. Ce que j'ai Si entendu tu te rends compte que personnellement. t'es même pas obligé de faire des intros travaillées, Ouais. hein, tu vois, t'aurais juste pu dire elle, c'est prout, et t'étais parti pour 5 minutes. Hein. C'est terrible. De pire en pire, quoi. Donc vous voyez, elle a pris sa dose, elle a pris son shoot avant de venir. Ouais, c'est bon. Oh mon dieu. Notre chroniqueuse suivante. Alors elle, avec ses airs d'Isabelle Huppert, c'est un peu la daronne de l'équipe. Éléonore, Oh. salut. Oh, hello. Ça va, ça choque personne, donc c'est bon, ça va. J'ai pas vu la daronne, donc je Je peux sais pas pas vous si elle a dire. entendu, hein. Ah, c'est qu'elle a pas entendu, en fait, avec la connexion. Je suis peut-être déjà un petit peu loin, ouais. Mais évidemment, ah non, il faut aussi que j'invite quelqu'un. Oui. Alors, oui. Alors, il y a 15 jours, il a échappé à la défenestration par Thierry. Cette semaine, en voulant balancer Marwan, Thierry a balancé accidentellement l'adresse de ce chroniqueur. C'est Ellie, qui hélas n'est pas avec nous ce soir, ou bien depuis le Fleury-Mérogis. Mais si, Salut. si. Salut. Ah, tu es là ce soir, Ellie? Bah oui. Oh, Ah, on pardon. m'a dit faut que tu viennes, bon alors voilà, je suis venu quoi. C'est... Ah, je suis pas oui. de ça, hein. Oh. Je C'est me raté demande déjà. combien de temps tu vas venir. Tu sais ce que je pense de cette blague? C'était mais le pompon sur la Garonne. Bon, d'accord. Alors c'est bon, voilà. Je pensais qu'on tiendrait plus longtemps. Je pensais que vous remarqueriez rien. La semaine dernière, vous avez strictement rien remarqué parce qu'il était déjà pas là la semaine dernière, Ellie. Hein. Parce que moi, Eh quand oui, je tu l'ai l'avais menacé, défenestré. mais oui, je l'ai vraiment défenestré quoi. Donc là, il est à l'hôpital, il attend tranquille. Et j'ai pris sur moi de l'imiter. Mais là, vous avez remarqué. Bon bah c'est foutu, je peux plus rien faire. En même temps, l'entendre dire du bien de films de Noël, j'ai pas bien compris. Je me disais, il y avait un truc qui cloche. Non, parce que c'est incroyable. Moi, j'étais sublimé. Je l'ai maté 4 fois en boucle pour que ça fasse la taille d'Henri Vette. Bon, cela dit, là, avec nos blagues minables, il y a un invité, mine de rien. Est-ce que Bon, t'es vraiment en train entre- de faire un raccord entre le mot minable et l'invité? C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Non. Évidemment, émission de claque en ligne. On a un invité toujours pour nous accompagner, pour relever le niveau de ces blagues, s'il vous plaît. Alors, ça tombe bien de l'avoir invité parce que cet invité-là est tellement chez père que quand il regarde une série, il ne se souvient que du premier, du dernier épisode. C'est Luc, du début de la fin. Salut. Salut à tous les Rastafouères de France. Début de la fin et retour vers le turfu également. Bien évidemment. Bien évidemment. Comment ça va bien? Bon, écoute, nickel, hein. Je vis le confinement comme tout le monde. Avec Voilà. joie et bonne humeur. Avec pétard et bonne humeur. Avec gros pétard, un gros pilon. Avec gros pétard, ça tombe bien, c'est dans le thème de la journée. Allez, bon, on va commencer tout de suite cette émission. Tant pis, on ne va pas refourguer notre cam, on la refourguera à la fin, parce que c'est décembre, on fait aussi de la contrebande d'objets dérivés, mais ça, on en parlera à la fin.
On commence avec un choix de films très éclectique avec le sujet de la drogue. Alors la drogue, ceux qui en vendent, ceux qui arrêtent, ceux qui en vendent, et puis ceux qui en prennent. Voilà, avec 3 films de choix qu'on aura apprécié plus ou moins, ça dépend, hein, c'est là un peu tout le sel de l'émission. Extase ou Bad Trip, on va voir ça tout de suite. Aujourd'hui au programme, 22 Jump Street de Phil Lord et Christopher Miller, The Drug King, un film coréen avec Song Kang-ho, une sorte de Scarface coréen, on va dire ça. Et enfin on finira en apothéose, en véritable climax avec, justement, climax de Gaspard Noé. On commence tout de suite avec le premier film, une bonne comédie bien potache pour commencer. Roulez vos gros pétards, ça commence tout de suite. You do realize you just destroyed half of Metro City Port. I kind of see it as the port is half not destroyed. This happened because you weren't doing the same undercover student thing you did the first time. Do the same thing. Everyone's happy. How you bitches like Jump Street now? Hey. So we're going back to high school? Your ass look like you about 50. You going to MC State. Welcome to college. Hot plate. Beanbag chair. Hilarious shirt that signals we drink alcohol. On prend les mêmes et on recommence. 22 Jump Street, c'est comme 21 Jump Street. Film de Phil Lord et Christopher Miller avec Channing Tatum et Jonah Hill et leur patron Ice Cube. L'histoire des flics infiltrés qui passent du lycée à l'université pour chercher les trafiquants de drogue. Comédie déjantée, délurée, on va dire. Bien potache même, et c'est un choix de notre ami Marwan. Yeah. Alors Marwan, je me tourne vers toi, c'est vrai que voilà, j'ai dit que t'étais accro aux comédies, ça se vérifie puisque c'est toi qui as proposé le film de ce soir. C'est ça. Non, mais j'ai choisi ce film-là parce que, en fait, avec avec le premier volume, je trouve que ça fait vraiment un duo de films très régressif, mais en même temps très drôle, qui se joue des comédies actuelles et qui se moque aussi de ce qui a été fait en tant que série, donc les 21 Jump Street. Et c'est pour moi vraiment une des comédies américaines des années 2010 que je préfère, dans le sens où je trouve il y a un sens du comique, il y a un sens du méta qui est toujours régulièrement là, présent, et puis j'adore cette combinaison d'acteurs qui je trouve montre quand même, je trouve, deux personnages assez stéréotypés, le petit nerd entre guillemets, et puis le mec un peu et le gros baraque un peu con, mais tout se joue très bien, je trouve. Tout est toujours très fort, de la bromance à l'excès, des situations assez locales, assez rigolotes, et en fait tout fonctionne pour moi très très bien. Et le 2 a je trouve cette inventivité de jouer sur la suite. C'est comme avec Scream quand ils parlent du 2 et tout. Et là, c'est vraiment la même chose. C'est qu'ils font référence à leur mission, mais en faisant référence à une suite. Et c'est très drôle, ce côté régulièrement. Enfin, tiens, on a mis plus d'argent là, on a fait ça, on cherche à faire mieux, même si c'est la même chose. Et ça se moque tout le temps du genre. Et puis, je trouve que la scène de la prise de drogue des deux personnages est à mourir de rire comme le premier. Je trouve que c'est plein d'inventivité. Et clair de rien, sa réalisation est assez, on va dire, assez discrète, mais toujours, je trouve, efficace, dans le sens où elle apporte à chaque fois, elle soutient en fait les blagues écrites, les blagues comiques. Il n'y a pas d'envolée, mais il y a toujours une présence nécessaire pour faire rire. Et voilà, donc vraiment, j'adore ce film-là, et puis et je trouve que ça a été un film conscient de lui-même, qui sait ce qu'il devait faire, et qui pour moi est un moment appréciable, une bonne taffe de bœuf, comme disent les jeunes. Donc voilà. Gros kiff donc. Voilà. Luc, t'as aimé aussi, je crois. Ouais, un très très grand film de comédie américaine. Moi, j'adore le travail de Phil Lord et Chris Miller. Oui, c'est bien. Depuis Tempête de boulettes géantes, je les ai pas vus. Je sais qu'ils ont fait une série avant, mais j'avais jamais, je les connaissais pas. Je les ai connus avec Tempête de boulettes géantes, et depuis ce film-là, en fait, ils instaurent vraiment un art du tempo comique. Avec la mise en scène, comme tu l'avais surligné, Marwan. Il y a tout un tas de scènes en fait où ils s'amusent à faire
va nous faire rire en fait avec des trucs de mise en scène en fait assez original, que ce soit même dans 22 Jump Street où on retrouve ça dans Lego Grande Aventure, Spider-Man New Generation, pas mal de trucs en fait où ils arrivent à nous faire rire avec vraiment pas grand chose, juste quelques idées à la con de mise en scène. Tu parles du rêve où ils sont complètement défoncés, là où il y a une espèce de split screen. Ils en font référence eux-mêmes, tu vois, vu que le film est constamment dans la méta, ils font putain, il y a un split screen, je peux pas venir. Il y a le côté rêve un peu gothique émo, et que Jonah Hill fait très bien le gothique émo quand il est triste, les trucs comme ça. Et à côté t'as l'autre qui est en train de vivre sa meilleure vie complètement con, et c'est vrai que pour le casting aussi ils ont géré de toute façon de base avec 21 Jump Street en prenant vraiment ce casting là, Channing Tatum et Jonah Hill, où le duo marche extrêmement bien. Et ils sont super bien dirigés parce qu'ils font un duo d'enfer. Les mimiques sont là. Channing Tatum, moi j'adore sa gueule. Tu vois, il a vraiment un truc. Enfin, en fait, il a ce tempérament de. On le fout souvent dans des films d'action de merde. Mais en fait, il a une espèce de truc comique, quoi, parce qu'il se prend au sérieux, mais en même temps, on le prend pas au sérieux, quoi. On le voit dans la scène d'intro là où ils sont en train de dealer avec des Mexicains, et l'autre il est en train de jouer le rôle du Mexicain complètement taré, là, complètement con. Et lui à côté, il est en train de se dire putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de branler l'autre, il faut que j'improvise, et il improvise une voix toute pourrie en utilisant en fait des références de Dora l'exploratrice, quoi. Et avec lui en face, il y a un mec qui ressemble au singe de Dora l'exploratrice, tu sais, il fait merde. Il y a même la vanne, alors je l'ai coupé de la bande-annonce, mais il dit mon pote c'est le Wolverine mexicain, et en face de lui il y a un Mexicain balafré qui ressemble vraiment à Wolverine du coup. Et qui ressemble un peu à Shipper aussi de Dora, tu vois. Aussi. Il a un petit truc. Donc ils l'ont coiffé comme ça, ils l'ont grimé vraiment pour qu'il fasse les deux, quoi. Et non, c'est assez incroyable. Les courses poursuites aussi, où pareil, toujours dans cette constante de méta où ils disent putain, faut pas qu'on fasse péter le budget de la police ou un truc comme ça, qui en fait fait parallèle au péter le budget du film. C'est ça, ouais, et juste après, il y a une course poursuite complètement con où ils sont en train de rouler n'importe où, en train de faire tout péter. Et ils font oh non merde. Et tu sais, ils font exprès de rouler dans des trucs où il y a les bâtiments, où il y a tous les trucs plein extrêmement chers et tout. Enfin, ils ont vraiment cet humour là en fait qui fait que le film s'envole, parce que sans eux je pense que le film aurait été très très plat, parce que le scénario en lui-même à part le quiproquo du personnage de Jonah Hill qui couche avec Amber Steven West qui joue la fille de Ice Cube dans le film, voilà, à part ce quiproquo un peu à la con qui a été écrit, et que je pense c'est la seule vraie truc d'écriture où ça a pas été forcément, je pense, mis en place par Phil Lord et Chris Miller. Voilà, le scénario, il est pas, c'est la limite en fait, hein. Le scénario est pas ouf, mais quand tu mets deux bons réalisateurs qui sont vraiment très bons dans le tempo comique, franchement, ça surélève tout, et ça rend un film qui paraît banal au début et complètement con dans ses prémices, où tu dis tu vas te faire chier, ça va être une blague, enfin ça va être une film comique typique, quoi, sans trop de valeur. Et ben en fait, la plus-value de ce duo-là fait que le film est beaucoup mieux qu'une comédie traditionnelle américaine. On aurait pu attendre des blagues de pipi caca, il y en a, mais elles sont noyées dans des vannes de méta qui sont extrêmement drôles, quoi. Totalement. Et si je pouvais rajouter un petit truc, c'est vraiment ce côté un peu et encore une fois, c'est conscient de lui-même, c'est que quand on parle d'ouverture, enfin, on commence avec une photographie un peu jaune, tu vois, qui fait un peu référence au film de Michael Bay. Enfin, Michael Bay totalement, genre, et c'est trop drôle. Dès le début, ils font le délire, et puis t'as des blagues. Genre, le truc qui m'a fait mourir de rire, c'est la scène où donc, ils arrivent dans le 22 Jump Street, et puis ils font ouais, c'est bon, on a de la thune. J'ai même fait j'ai même un cube de glace. Excusez-moi, mais c'est extraordinaire, les gars. Même quand aussi, genre, quand il dit ouais, aussi ouais, on a Kate Blanchett, c'est trop bien et tout. Puis, Kate Blanchett, non, carte blanche, c'est trop drôle. Pour moi, c'est à mourir de rire. Il y a beaucoup de ruptures de ton. C'est voilà, enfin c'est drôle, je trouve. Enfin, et je trouve qu'ils ont aussi la rupture. Enfin, comme tu disais, Luc, c'est que leur rythme comique fait que la gêne fonctionne, parce que la gêne dans la comédie est très très dure, je trouve, à mettre en valeur, et ici il y a des moments de gêne assez importants mais qui fonctionnent pour moi terriblement, où pour moi j'étais juste mort de rire de ces moments un peu compliqués, et puis t'as plein de petits moments cool, c'est vraiment plein de gags, comme tu dis c'est inventif, et puis en plus si t'as vu celui d'avant, c'est encore mieux dans le sens où à la fin du 21 Jump Street, ça se passe dans un bal, donc le bal du lycée, mais sur ces thèmes Mexique, et dans celui-là c'est vraiment au Mexique, donc t'as vraiment, enfin pour moi je trouve ça trop drôle, c'est qu'ils arrivent à jouer le gag mais jusqu'au bout et en étant inventif. Il y a ça, tu es bonne cliente, non?
Totalement. J'avais pas vu le premier, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé d'abord 21 Jump Street et j'ai enchaîné avec 22. Et j'avoue que sur le moment je me suis dit au fur et à mesure du visionnage je trouvais que c'était quand même un petit peu en dessous du premier, mais il n'empêche que j'ai quand même passé un bon moment parce que voilà c'est des quiproquos, des gags qui s'enchaînent. C'est censé être deux flics quand même, donc ils sont flics, ils sont censés être intelligents. Passez-moi l'expression. mais du coup, ils enchaînent les catastrophes, ils enchaînent les bêtises, les conneries. Il y a ce comportement un petit peu juvénile qui est parfait justement pour leur environnement. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a pas un moment où je me suis dit ah cette blague elle passe pas, par exemple. Voilà, c'est un sentiment que je peux avoir avec certaines comédies que je vois actuellement ou que je peux revoir. Il y a des choses quand même qui voilà avec le temps qui font qu'ils passent pas, mais là j'avoue que c'est quand même des vannes, des blagues qui sont assez grasses, assez potaches, mais voilà, j'ai bien ri. Après il y a 2-3 choses qui m'ont fait grincer des dents et c'est qui ont été un petit peu maladroites, je trouve. C'est les références à Bad Boys et à L'Arme Fatale, parce que voilà, à un moment ils disent on est trop vieux pour ces trucs-là et au tout début ils disent pas Bad Boys for Life, mais ils disent je sais pas Partners for Life ou un truc comme ça. On y a pensé très fort quand même. Voilà. Et du coup, j'ai un peu grincé des dents, mais à part ça, franchement, voilà, j'ai bien aimé les petits moments à la James Bond où ils plantent des caméras et autre point négatif pour moi aussi, c'est que c'est un peu répétitif puisque j'ai enchaîné les deux. Du coup, je retrouvais, c'est-à-dire ils essayaient de faire un parallèle en fait avec le premier, à la fois en essayant de conserver le mode opératoire qu'ils avaient utilisé dans le premier, et à la fois en essayant d'en faire un miroir, d'en faire un opposé. Et j'avoue que les avoir enchaînés comme ça, de les avoir vus à la suite, c'est redondant. Ça devient vite redondant. Mais bon, après pour les gens qui ont vu le 21 Jump Street il y a longtemps, je pense pas que ce soit un souci en tant que tel. Mais voilà, les avoir vus l'un après l'autre, ça m'a fait déprécier un petit peu. Mais en dehors de ça, les amis, j'ai bien rigolé. Ah, alors lui, il n'a pas eu besoin de voir les deux pour déprécier. J'ai bien l'impression, Thierry, n'a pas kiffé pareil. Mais j'ai pas kiffé pareil, mais le pire c'est que moi je l'ai vu en salle et que j'ai bien aimé. Et le pire, c'est que la raison pour laquelle j'ai bien aimé, c'est parce qu'à la fin, il se tape un délire avec des fausses affiches de tout ce que pourrait être les films suivants, que je me suis marré comme un couillon, donc je suis sorti de ma séance avec le sourire jusqu'aux lèvres, et j'avais totalement oublié le film, et je m'étais dit, c'est pas mal en fait, hein. J'ai dû passer un bon moment. Et du coup là je l'ai revu. Et pendant tout le film, j'ai fait attends, mais c'était ça que j'avais apprécié. Alors je suis désolé, hein, mes chers Marwan, Luc et Yassa, mais surtout Marwan et Luc qui ont beaucoup argumenté en faveur du film. On sait que Marwan avait un tapis devant lui et qui s'est dit je vais caler tous les arguments que je peux. Oui, c'est pour ça. tu m'avais prévenu de toute façon. Mais c'était absolument impossible. Et en fait, moi j'en ai parlé avec Eleonore pendant que je matais le film. Ça m'a fait penser à une vidéo. Et j'arrêtais pas d'y penser pendant le film parce que c'était exactement ce qui me gênait. Je sais pas si vous connaissez la scène, enfin donc du coup Léo connaît, mais je sais pas si vous connaissez du coup la chaîne YouTube Every From a Painting de Tony Zhu. Ouais. Et il a fait une vidéo qui s'appelle How to Make Visual Comedy. Et où justement il compare pas mal de comédies américaines. Bon, c'est des comédies largement pires que celle-ci, hein, les trucs qui sont écrites par Seth Rogen et son pote, mais qui sont pas foutus de les mettre en scène. Et il comparait ça au film justement d'Edgar Wright, en expliquant que avec un metteur en scène qui faisait de la mise en scène, on n'avait pas besoin d'appuyer les blagues. Donc moi en fait, 22 Jump Street, quand je l'ai vu, j'ai pensé à un gros frelon qui se mettait autour de moi, qui me piquait, du coup, hop, j'avais un bouton et j'avais du pu. Voilà, je vois le bouton, j'ai du pu, la blague est faite. Sauf que juste après, j'ai Channing Tatum et Jonah Hill qui se mettent autour de moi, qui me montent du doigt, qui me montent ma blessure, qui font « t'as du pu, t'as du pu, t'as du pu, t'as du pu ». Voilà, en fait, il y a jamais un seul moment où j'ai pu... Elle était bonne la drogue. C'est ça, j'ai pas pu prendre de plaisir un seul moment parce qu'à chaque fois, chaque blague, ils se sentaient obligés de la répéter à balle, et en fait pour moi ils arrivaient pas à exister sans leurs références. En fait c'était là, je me disais, c'est-à-dire qu'on retire toute l'attention du film de faire des références à foison et de se moquer des comédies potaches, et ben ils ont rien. Et c'est pour ça que je compare ça un truc comme Hot Fuzz justement qui va référencer à outrance aussi ce cinéma-là, et c'est exactement les mêmes films, hein. Ça référencera Bad Boys, ça va référencer L'Arme Fatale, ça va référencer Point Break, ça va référencer tout ça, sauf que il y a un point de rupture au milieu du film où il te fait au fait là c'est bon, t'as bien compris que j'ai capté ce qu'était ce genre de film, maintenant je fais le mien, et quand il fait le sien tu te régales. Là en fait il y a aucun moment où je me disais j'ai l'impression d'avoir un film personnel de la part de ces mecs, j'ai juste l'impression de voir deux nerds qui me racontent les blagues en boucle de leur film préféré.
et ça m'a gêné en fait parce que j'ai pas trouvé ça très drôle. Et moi je suis très client, hein. Jonah Hill, j'ai pas de souci. Channing Tatum, j'en ai marre qu'on lui crache à la gueule parce que je trouve que c'est une bête d'acteur et que même s'il fait souvent des comédies comme ça, bah il peut être très très bon là-dedans. Et en soi ils sont pas mauvais, mais l'écriture a vraiment péché pour moi. Mais c'est un truc que je reproche beaucoup à Lord et Miller. Voilà, je les déteste pas au point de pas avoir envie de voir ce qu'aurait donné leur solo, et j'aurais préféré largement ça que Ron Howard le tâcheron. Mais voilà, La Grande Aventure Lego, je lui reproche exactement les mêmes choses, un trop plein de trop qui sait pas trop ce qu'il veut raconter en fait, et ça m'a vraiment dérangé. Ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'en fait ils ont pas scénarisé le premier, le deuxième ils ont produit, mais le premier et c'est un scénariste avec Jonah Hill qui a donné les grandes lignes. Mais là aussi, hein, c'est Jonah Hill qui a écrit, j'avais regardé. Totalement, mais Miller et Lord et Miller c'est vraiment de la réal pure où des fois ils improvisaient aussi sur place, mais il n'y avait pas de réelle écriture à part quelques scènes, mais tout était déjà fait par un scénariste. Donc c'est pas eux en fait. Ouais, non, mais en tout cas, voilà, ça m'a un peu frustré, quoi. Et en plus, ça m'énerve parce qu'il y a des gens que j'aime bien. Bah, déjà, il y a, ne serait-ce que ce cher Ice Cube en chef de police, hein, qui est son rôle préféré, c'est tout ce qu'il sait jouer. Il est fantastique là-dedans. J'étais super content de voir Peter Stormare pour, au final, bah, a priori, j'ai cru que, enfin, je me souvenais plus qu'il était dans le premier, mais a priori, c'est déjà le méchant du premier. Ah, il est pas? Ah, non, autant pour moi. Autant pour moi. Parce que du coup, je l'avais trouvé sous-exploité, mais j'ai vu qu'il allait revenir dans la 8e incarnation qui s'appelle Le Retour de Machin, donc je suis content. J'ai de l'espoir pour voir Peter Stormare, voilà. Mais ouais, voilà, donc c'est plus une grosse frustration de me dire, putain, je comprends, c'est vrai que ça a l'air très drôle, mais ça arrive pas à m'embarquer, quoi. Éléonore, de quel côté penches-tu ? Je sais très bien de quel côté je penche là. Je suis désolée Marwan, mais comme je t'avais dit quand tu as annoncé la semaine dernière, je sens que ça va être un enfer, et ça a été un enfer pour moi. Je n'ai pas ri une seule fois. Enfin, si j'ai ri une fois, c'est le moment où il balance des cailloux sur un gamin, parce que de base c'est drôle, un gamin qui se fait caillasser. Mais non, sinon c'était un enfer. Toutes les blagues étaient méga appuyées, on les voyait venir à 200 km. Le côté référence méta, ok, mais on vit dans une époque où tous les films font des références méta. Donc ça peut pas être une qualité en tant que telle et une originalité en tant que telle. C'était mais insupportable. Je voyais tout venir à des kilomètres. Du coup, je pense que si on voit les choses venir, c'est difficile d'en rire. Enfin, en tout cas pour moi. Donc non, je m'appuierai pas plus que ça parce que j'aurais pas forcément des choses intéressantes à dire, mais juste non, c'était un enfer. Je tiens à dire que la semaine dernière... Ah, pardon. Non, si, ouais, juste du coup, j'ai même pas envie de parler des personnages féminins, tellement c'est même pas écrit, en fait. Et t'as juste des meufs qui sont en général à moitié à poil, sauf celle qui est pas jolie conventionnellement et qui, du coup, devient la méchante. Désolée pour ceux qui ont pas vu le film. Donc, voilà. Super. Ah, mais il y a quand même. Trop bien. Je trouve qu'il y a quand même un petit moment de solidarité où quand il fait le walk of shame, donc en fait, ça revient deux fois. Non, justement, c'était limite ridicule. Enfin, non, justement, du coup, ça prouve que un mec qui a des attitudes féminines féminines entre guillemets, parce que le walk of shame, bon, bah super, trop bien. Ça devient un motif ridicule et moi ça me gave. Et puis tu voyais venir cette espèce de création de personnage qui se veut pseudo, un peu arty, un peu libéral, un peu plus ouvert, mais qui finalement est aussi vide qu'une feuille blanche, quoi. Enfin, c'était insupportable. Alors, par contre, je tiens à dire que la semaine dernière, nous avons donc appris que Hera aimait aller devant les écoles pour hurler aux enfants que le Père Noël n'existe pas, et on vient d'apprendre qu'Éléonore, elle aime les caillasser. Moi, je dis ça. C'est pour ça qu'on les a embauchés. Bon, ouais, ok. Moi, j'ai plutôt tendance à pencher du côté de Thierry et Léonore, moi, désolé. Moi, sur mes notes, le mot le plus gros que j'ai écrit sur ma feuille de notes, c'est débile. Mais le pire, c'est que même quand on y pense positivement, on peut admettre que ça l'est, c'est génial. Non, mais et en fait, avec du recul, c'est pas, maintenant que je l'ai vu hier, si tu veux, avec 24 heures de réflexion, je me dis, en fait, c'était volontairement débile, donc c'est pas un défaut en soi. Le truc, c'est ça, c'est que finalement, c'est pas tant que ce soit débile, parce que je me dis qu'avec un bon gros spliff, peut-être que j'aurais apprécié le film. Bon, seulement j'étais à jeun, donc déjà, premier point négatif. Et puis non, c'était quand même super lourd. Voilà, on a parlé, il y a ça, parlé des références à Bad Boys, tout ça. Bon, évidemment, c'est ce style de film. Pour répondre à Marwan, la référence au Mexique, ça suffit pas parce que la dernière fois qu'on a vu une comédie de flic avec une référence au Mexique, c'était 30 jours max. Il y a pas si longtemps, c'était pas une bonne raison, hein, si tu veux, c'était pas un argument. Et non, effectivement, tout est très con, tout est très lourd. Je crois qu'une des scènes qui marque le plus cette lourdeur,
c'est on la voit en plus quand j'ai cherché des extraits, quand j'ai cherché la bande-annonce, c'est une des premières scènes qui remonte. C'est en gros, on parlait de, c'est ça, il y a Joanna Hill qui a une relation avec la fille de son patron, avec la fille d'Ice Cube, et quand ça finit par s'apprendre, il y a Channing Tatum qui fait le tour du bureau pour dire ah ah ah, il a niqué ta fille. Bon, ben en fait c'est ça. Je crois que c'est... J'en rigole encore. Franchement, c'est ça. Et là, tu vois, on se dit, ok, d'accord, super, donc ça, c'est la blague. Et mais c'était drôle. Non, mais c'est la gueule de Ice Cube, c'est la gueule, c'est sa gueule. C'est sa gueule. Mais la gueule est gênante, c'est ça, et du coup, ça en revient, on arrive sur la gênance, en fait. Et en fait, moi, ouais, on est très gêné, mais on est très gêné pour les gens qui ont écrit ça, en fait. Et non. Non, franchement, c'est plus la gêne dans la mise en scène qui est plutôt réussie, je trouve. Mais après, voilà. Ouais, bah du coup, ça passe pas des masses. Moi, j'ai pas réussi. Pourtant, il y avait des références partout. Il y a des trucs qui sont très agréables. Au moment, quand il y a l'alter ego de Channing Tatum, là, la première fois qu'on le voit, il a les cheveux longs, il a un sandwich, on dirait Sammy dans Scooby-Doo, tu vois. C'est ce genre de truc. Voilà. C'est marrant. Il y a des petits trucs comme ça. Il y a des petites attentions. Mais le seul truc qui soit dommage, c'est que le seul truc qui m'a vraiment fait rire, sincèrement, c'était les fausses bandes annonces à la fin. Et ça, c'est triste. Ah, ça, c'est magistral, ça. Après, Voilà. je trouve juste que, c'est limiter le film en disant que c'est que référencé, c'est que malgré tout, il y a une histoire avec des gags, avec des personnages totalement cons, comme disait Thierry, mais c'est fait exprès. Et en fait, c'est tout ça, c'est plein de scénettes où tu sens qu'il y a toujours une petite part d'improvisation dans ces personnages, une petite part d'écriture, et je trouve que ça fait un bon mélange. C'est que, par exemple, pour moi, la scène avec Ice Cube, même tout juste avant, quand Ice Cube découvre que Jonah Hill sort avec sa fille, pour moi, c'est des situations extraordinaires dans le sens où même t'as la caméra qui arrive à nous faire comprendre vraiment à quel point. Non, mais c'est ça, mais totalement après, absurde, c'est merveilleux. Après, voilà. c'est ça. Mais après, c'est ça. Mais après, si tu veux, le côté débile est totalement assumé. Quand on est dans cette scène d'ouverture avec l'infiltration bidon, là, les mecs qui font des accents pour infiltrer, qui sont complètement cons, ou même quand ils sont au milieu du QG des flics, et que le truc c'est, putain, j'ai niqué ce soir, et que les mecs le félicitent et tout, tu fais, mais attends, mais on est où là? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de con, tu vois, mais c'est ça qui est drôle. Donc c'est ça, il faut je dis juste que si j'ai pas apprécié, je sais que je suis absolument pas le public de ce genre de truc, et c'est peut-être c'est peut-être que ça a joué, parce que oui, je pense que c'est ça, surtout. Hein. Je pense que c'est surtout ça, parce que je pense qu'ils... Ouais, alors moi, je tiens à dire que sans Channing Tatum qui court autour de lui en lui disant il a niqué ta fille, ou ça me faisait pareil, parce que justement, ça me faisait penser, comme je disais avant, au frelon qui répète un peu trop la blague. Par contre, et ça, je suis très friand de ça, hein, parce que j'adore voir ce mec énervé, voir Ice Cube qui se décompose et qui a envie de buter la terre entière, ça j'aime, hein. ça me fait rire. Mais oui, en tout cas, je suis désolé de vous avoir fait souffrir. Hein. Ah bah, sois pas désolé, attends, t'as bien fait de nous le proposer. Non, mais cette semaine, on va juste donner ta vraie adresse, cette fois-ci. En fait, ce qui est cool, c'est à quel point ça a polarisé quand même. Hein. Vraiment, c'est soit on a vraiment beaucoup aimé, soit on a vraiment beaucoup détesté. C'est vraiment drôle. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est le film. Alors, curieusement, c'est peut-être le film le plus clivant de la soirée. On va voir. Curieusement, ouais. Curieusement. Non. Là, alors, on a vu les flics qui traquent les dealers, et là, on va s'attaquer au mythe, justement, du dealer, du baron du crime, du baron de la drogue. Alors, Scarface, c'était beaucoup trop facile, on l'attendait, hein, Tony Montana, tout ça, voilà. Non, là, on va en Corée, parce qu'on aime bien la Corée, et que ça nous change un peu. Enfin, ça change pas de l'émission, parce qu'on parle beaucoup de Corée. La Corée. 백색 황금의 시대를 연 입지전적 인물이 있었으니 이두사입니다. 이제 바통 날라가고 돈 안 된다 아이가? 그러니까 바통 말고 뭔데? 극히다. 뽕? 메스앰페타민 일명 기록뽕. 조선서 만들어가 그거를 다시 여기로 갖고 와 팔면은 이게 어찌 되노? 금땡이지. Pardon. C'était quoi ça? C'est la méthamphétamine, il la supporte pas. The Drug King, ou Mao Yak Wang, comme on dit en Corée, sûrement, ou avec un autre accent. Film de 2018, 2h19, de Woo Min-ho.
réalisateur de L'Homme du Président, d'ailleurs, qui sort en DVD, qui est sorti en DVD à la fin de l'année chez nous, voilà, qu'on devait voir au Festival du film coréen, mais on avait été interrompu, on l'a pas vu. Voilà. Donc ça fait partie du sum. Et dans le film, le bon côté du film, c'est qu'on retrouve l'ami Song Kang-ho, qu'on aime bien dans cette émission. Pas seulement depuis Parasite, évidemment, mais dès qu'il apparaît, c'est la joie dans la maisonnée. Ici, il joue Lee Do-sam, gros baron du crime dans les années 70, voilà, qui est dealer de méthamphétamine, qui fabriquait en Corée, il faisait de la made in Korea et qui la revendait au Japon. Voilà, à ses côtés, on a quand même Donabe aussi et Jung Sung-cho. Un joli casting pour un film, on va dire classique sur la drogue. Et je me tourne vers Thierry, qui nous a proposé cette œuvre. Ouais. Alors, en fait, je pense que ça va être l'occasion justement de faire un gros mea culpa et de m'excuser 2 fois. Déjà parce que le film est pas très bon et qu'on va en parler, et aussi parce que du coup je suis vraiment désolé parce que quand Marwan a proposé le sujet, j'étais passionné par le truc, mais sur le moment j'avais pas énormément d'idées et ce qu'on avait déjà proposé des choses au vote qui étaient là, mais là vraiment je suis désolé de ne pas avoir fouillé plus pour proposer des choses qui auraient au moins le mérite d'être originales face à ce truc. Alors, disons pourquoi. Alors, pourquoi tu l'as choisi déjà? Alors, je pense qu'on va revenir après parce que je vais pas non plus parce que je pense que je vais vous laisser un petit peu parler du truc pour voir ce que vous en avez pensé avant de revenir sur beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Moi, je l'ai choisi parce que j'ai vraiment, je savais pas du tout quoi choisir. J'avais proposé des films dont on va parler peut-être en reco derrière. Il y avait des trucs comme Le Festin nu, comme des trucs comme ça qui me tentaient beaucoup, mais je l'avais vu il y a pas longtemps. Je me suis dit je vais quand même choisir un film que j'ai pas vu et j'avais vraiment pas d'idée. Je réfléchissais à qu'est-ce qu'il y a comme film sur la drogue que j'ai envie de voir. Il y a Tideland de Gilliam, il y a des trucs, mais est-ce que je chercherais pas un truc plus vieux? Et j'ai vraiment tapé une base de données et j'ai vu ça. J'ai fait oh tiens, un film coréen avec Song Kang-ho sur la drogue. Voilà, c'était trop facile. Je l'ai pris pour ça. J'ai même pas regardé de quoi ça parlait quoi. Je me suis dit allons-y quoi. Et donc de quoi ça parle? Bah oui, comme tu le dis, on se retrouve en fait devant une espèce d'ersatz de Scarface encore plus dérangeant. Et c'est pour ça que c'est ça. Et je vais pas dire pourquoi tout de suite, en quoi ça me dérange beaucoup, puisque je pense que pour en avoir discuté encore une fois avec Eleonore, elle pourra déjà mettre des pistes là-dessus et je compléterai peut-être. Mais ouais, le film est un cliché absolu. La mise en scène est pas dégueulasse. En gros, techniquement, ça fait le taf, mais ça fait juste le taf en fait. Et on disait que 22 Jump Street était un gros fail de référencement. Mais alors là, c'est encore pire parce que là, ça va calquer le Rise and Fall typique à la semi-affranchi, semi-De Palma. Sauf, le fall on l'attend encore quoi, et sans grand chose. Et alors pendant la première heure, la narration était chaotique, ça partait dans tous les sens, on avait du mal, j'avais vraiment du mal à m'impliquer parce que les personnages étaient présentés à la va-vite histoire de dire en fait il y a tout ça et maintenant c'est lui, et les autres on les oublie totalement, on les revoit de temps en temps, c'est juste des archétypes et des clichés et c'est chiant quoi. Alors ce qui est énervant parce que Song Kang-ho fait très bien le taf, comme toujours. Le mec, c'est le patron en Corée et ça se voit, mais au profit d'un film qui le met clairement pas en valeur, quoi. Éléonore, justement, pour... Oui, tout à fait. Bon, encore une fois, je suis gâtée cette semaine. Hein. Le visionnage était compliqué. Hein. En plus, il est long, il fait 2h15. On s'amuse. Oui, 19, 2h19. 2h19. Ah, mais il y a le générique. Je pense, quand même. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le problème. Oui, c'est un film qui est très compliqué à regarder. Je vais pas répéter ce que Thierry a dit, mais c'est un cliché de film sur un baron de la drogue. Et alors, je pense que ce que tu as voulu dire quand tu disais qu'on en discutait, et je parlais peut-être un petit peu plus de Scarface que de ce film-là, parce que ce film-là n'aura pas l'envergure de Scarface, vu que la mise en scène n'est pas très intéressante. Mais c'est le fait de mettre en avant une figure d'un baron de la drogue sans vraiment apporter, en ayant une morale un peu facile et en mettant forcément en avant ce type de personnage alors qu'il y a d'autres sujets bien plus intéressants. Je pense que c'est peut-être ça que tu disais, Thierry. Alors, c'est à ça que je pensais, mais en fait, c'est quand tu me disais que justement, tu avais tendance à pas apprécier le fait que ça puisse glorifier aussi ce genre de figure, et on parlait, tu sais, de l'utilisation qu'en avait fait justement beaucoup de jeunes qui justement se sentent plus pissés en disant moi je veux être comme Tony Montana, alors que le film n'est clairement, là on parle de Scarface, n'est clairement pas à la faveur de ce gars. C'était ça, tu vois, à quoi je pensais. Et en fait, du coup, pour rebondir là-dessus, vas-y. Oui, non, dans le sens où ça fonctionne avec Scarface parce qu'il y a un côté too much, il y a un côté bling bling, il y a un côté vraiment excessif qui parle beaucoup à un public jeune, adolescent, mec, on va dire, qu'il n'y a pas forcément dans ce film-là, qui est finalement très lisse en fait. Ils essayent de reprendre vaguement des
des vibes 70s cool comme on a pu voir dans Scarface, mais ça fonctionne pas très bien. Ouais, c'est justement, c'est exactement ça que je veux dire. En fait, et moi, c'est là que ça me dérange, en fait, dans celui-là. Parce que dans Scarface, alors, en fait, moi, c'est ce que je disais, une fois que le film existe, les gens en font ce qu'ils veulent. Malheureusement, les gens ont choisi de glorifier Tony Montana, alors que De Palma le déteste et le montre jusqu'au bout, hein. Je veux dire, le personnage n'est jamais glorieux, il y a jamais aucun moment où on peut l'envier. Il y en a qui ont décidé de le faire, bah ça, malheureusement, c'est leur problème, c'est leur interprétation du film, c'est vraiment dommage. Mais moi, même si j'aime pas spécialement mater Scarface, j'ai pas de problème avec ça parce que je me dis, j'ai quand même un cinéaste qui est en train de me dire, ce que tu regardes, c'est dégueulasse. Là, quand je regarde celui-là, j'ai quand même l'impression qu'il glorifie un peu cette figure. Il y a quand même le côté, je me dis, même quand il montre le gars qui va tromper sa femme à Tour-Larigot avec l'autre nana et tout, et enfin, ils te disent, ce qu'un mec, lui, on te fait comprendre un peu ce gars-là, on te dit, en même temps, tu comprends, il a du pouvoir maintenant, il peut peut-être se le permettre. Alors que Tony Montana, quand on te le montrait, c'était de l'inceste, quand on te disait clairement, c'est sale, vous approchez pas de ça. Là, dans ce truc-là, on te dit, bon, t'approches pas, c'est pas bien, mais si t'arrives à pas te faire choper, regarde, c'est pas si mal que ça. J'ai quand même trouvé que même si te montrait le Rise and Fall et que du coup on te montrait que le mec devient totalement fou parce qu'il touche à sa propre cam, on est limite en train de te dire que c'est ça l'excès. On est obligé de le faire aller jusque là pour te dire que c'est pas bien. Parce que s'il avait pas pris sa propre cam, on t'aurait montré un baron de la drogue qui bute des vies et on te l'aurait glorifié parce que tous les passages de glorification ne sont pas sales comme dans Scarface en fait. Et ça m'a un peu dérangé. Oui, mais justement, si ça fonctionne dans Scarface, c'est parce que c'est sale et que du coup, c'est too much et c'est excessif et du coup, ça parle beaucoup plus qu'à montrer un mec qui est plus sage, entre guillemets. Ouais, bien sûr, mais bon, au moins, enfin voilà, mais au moins, je veux dire, l'intention de Scarface, au moins, ne me met aucun doute. Celle-ci, je me disais quand même, bon, l'intention doit être la même, mais c'est un peu plus masqué, quoi. Luc, je crois que t'as pas aimé non plus le film. Bah non, c'était de la merde, très clairement. Non, mais Wumino, voilà, enfin malheureusement, son film, voilà, enfin vous l'avez déjà remarqué direct, tout le monde l'a vu. C'est comparé direct à Scarface et malheureusement il a pas le talent d'Oliver Stone et de Brian De Palma parce que c'est lui qui a écrit et réalisé aussi. Wumino, il a tout fait sur ce film. Ben ouais. Et c'est bien ça le problème, c'est que personne lui a dit hop, mec, ok, t'as trop d'idées. Limite-toi quelque chose parce qu'en fait le truc c'est qu'au début c'est le bordel, il part au Japon, il revient en Corée du Sud et en même temps la Corée du Sud on te dépeint qu'il va y avoir une révolte, la révolte on la voit à 5 minutes, voilà super, il y a une révolte. En fait le fond, la forme, tout ça rien ne suit en fait, rien n'est vraiment carré, tout ça, et en fait tu suis juste effectivement un Rise and Fall sans réel impact politique comme tu pouvais avoir dans Scarface, hein, justement, où il y a quand même en toile de fond l'immigration aussi, la peur de l'immigration pour l'américain par rapport en plus c'est lié sur un fait historique par rapport aux Cubains qui se sont échappés de Cuba, justement, par rapport enfin même c'est des prisonniers politiques qui se sont rameutés aux États-Unis. Donc t'avais ce côté aussi politique immigratoire. Là, la toile de fond, c'est effectivement les révoltes en Corée, mais c'est évoqué en 2 spies. Il y a pas de, comme vous l'aviez souligné, effectivement, on ne voit que lui et ses potes au début, mais ses potes en fait n'ont pas de développement. C'est juste des stéréotypes, quoi. Le cousin un peu con, comment il finit, comme une grosse merde en fait, un camé dégueulasse. Les personnages, pareil. Enfin, je parle de la femme, c'est pareil. Elle sert juste de poteau. Hein. Michelle Pfeiffer a beaucoup plus de charisme et d'utilité dans Scarface que elle, tu vois. Par exemple, pour être fan de Baron de drogue. Celle qui est utilisée comme amante, c'est pareil. Voilà. Enfin, okay, on la présente comme une dame super ouf, intelligente et tout, mais en fait, elle est aussi con que n'importe quel personnage mal écrit dans ce film, quoi. Donc il y a des problèmes de logique en fait, et je pense très sincèrement que personne n'a dit mec, fais attention à ce que t'écris là. Enfin, t'as pas fini ton truc, quoi. Donc c'est ça constamment. Et quand on regarde le film, en fait, on suit juste un mec effectivement qui cool, il a réussi. Ah cool, il continue son business. Ah cool, merde, non, il a raté un truc là. Mais voilà, il y a pas de développement de personnage en fait. On n'est pas dans le psyché, on n'est pas dans son, on n'a aucune empathie en plus. Enfin, on n'a pas d'empathie, même pas de comment on appelle ça, de révolution en fait. C'est juste un personnage, quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça qui font que le film en soi, tu regardes juste un documentaire mal branlé sur la vie d'un baron de la drogue, quoi. Ça. ouais, ou ta sextape si tu veux. Mais bref, t'as rien au fond, et c'est extrêmement dommage parce qu'en plus le mec il a un des meilleurs acteurs de Corée du Sud dans son casting, Song Kang-ho.
Et il en fait que dalle, quoi. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir cet acteur-là, quoi. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est un gâchis, quoi. Et voilà, enfin, ce film, quand je l'ai vu, je fais, ouais, ça va être sympa, je pense. Rien qu'à la gueule, effectivement, du casting de Sang Joon-ho qui porte tout. En fait, non. Très clairement, voilà, ça manque de finition, de direction, de tout, quoi. Donc, je me suis profondément fait chier, quoi. C'était horrible. Voilà, ce que j'allais dire. Il y a ça aussi. Ma foi, c'est un film qui manque cruellement de profondeur, en fait, parce que ce soit l'ascension ou la descente, en fait, j'en avais plus ou moins rien à faire, quoi. C'est-à-dire, il y a pas d'intensité, il y a pas de profondeur, on n'est pas attaché au personnage. On saute du coq à l'âne, on passe d'un personnage à l'autre, d'une situation à l'autre. Alors au début du film, c'est très rapide. J'avais franchement du mal à suivre, à retenir les noms, à m'investir dans le déroulement des événements. Et franchement, je me suis un petit peu forcée à le finir parce que ça m'intéressait pas, quoi. Que ce soit le personnage principal, les personnages secondaires, les intrigues, tout ça, ça n'a rien suscité chez moi. Et Dieu sait que c'est quand même un sujet ça raconte, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est un biopic, ça aurait été intéressant de voir quand même de l'enjeu, quoi, de voir, je sais pas, une chasse avec la police ou un confrontement avec des gangs rivaux ou des choses comme ça, mais il y a ça, mais on retrouve tout ça, mais c'est juste que ça, il y a pas d'envergure, il y a pas d'enjeu. On est là et c'est une redite en fait de plein de choses qu'on a vues et revues et entendues. Et même le procureur, quand il arrive, ça aurait pu être très intéressant d'avoir une petite un chassé croisé de ces deux personnages, mais en fait pas du tout, quoi. Je veux dire, ils essayent de faire, à la fin quand même, ils essayent d'investir dans une certaine relation un petit peu qui serait, voilà, je t'aime moi non plus, entre le méchant et le gentil procureur, mais ça prend pas du tout, quoi. C'est plat, c'est fade. Il y a rien, et ça dure trop longtemps, vraiment trop longtemps pour ce genre d'histoire. Et c'est pas moi qui l'ai dit pour une fois, ça tombe super bien. Marwan. Ce film était beaucoup trop long. Dans le sens où ouais, il voulait raconter une aventure, une histoire grandiose, mais au contraire à plus énumérer des choses. Et dans l'énumération que ce film a voulu faire, il nous a finalement perdu parce que de scène en scène, j'avais l'impression de voir des scènes qui étaient très mal préparées, où on devait avoir, je sais pas, 30 secondes à 3 minutes de temps d'adaptation avant de piger ce qui se passait vraiment, et pendant ce temps-là, on n'avait pas forcément le temps de vraiment comprendre toute la situation, et ça arrivait régulièrement. On fait, mais c'est qui lui, mais on est où, mais pourquoi, mais d'accord, mais comment le mec il a pu faire ça pour faire ça, mais en fait, le problème c'est qu'on a toujours ces questions qui se répétaient au fur et à mesure du film, ce qui fait qu'on avait du mal, moi j'avais du mal personnellement à m'attacher au personnage, à m'attacher même à Son Congo. Ah ouais, c'était dur, hein. Ah, c'était vraiment difficile parce que pour le procureur, c'est vraiment un personnage un peu vraiment qui joue de façon très stéréotypée. Le mec il sait un peu se battre, c'est la jeunesse, mais non, c'est un peu, voilà. Je n'ai pas trouvé ça nul en soi, je trouvais ça très moyen, ça se regarde à peine. Mais pour la photographie, pour ce qu'il nous montrait, j'avais vraiment l'impression d'un matu vu. Vraiment, c'est des effets visuels qui, je trouve, qu'est-ce que sont pas c'est forcément propre, quoi. Oui, c'est propre, mais c'est très justifié. Enfin, c'est pas justifié. Enfin, le mec, il te fait des lumières un peu vert, un peu violet et tout, mais c'est juste pour dire que c'est bon. On dirait, des fois, j'avais vraiment l'impression de voir sauf qu'il le fait mieux, évidemment, mais un mec en 3e année de cinéma qui voulait faire un truc arty, tu vois, genre avec des néons. Limite, des fois, j'avais l'impression de voir ça. Mais ouais, non, sinon, c'est vraiment un film qui, pour moi, est assez médiocre et qui peut être, on va dire, sauvé par son acteur et par, on va dire, l'histoire, qui est quand même intéressante, je trouve, enfin, dans le sens où elle essaye de s'incruster, parce que c'est une histoire vraie, parce qu'encore une fois, elle s'incruste, je trouve, malgré tout,
très bien avec le fond social, le fond politique. C'est que c'est le mec qui a pu exister grâce au monde politique corrompu. Et dès lors que le monde politique corrompu change, enfin pour un autre monde politique corrompu, bah le mec n'est plus dans ce monde-là, donc enfin c'est l'idée du délire, tu vois. Mais voilà, non, c'est un film très moyen et que je ne conseille pas, sauf pour les aficionados de l'acteur. Mais même pour eux, parce que ils vont se sentir très mal, les aficionados de l'acteur, parce que Song Kang-ho, bon, déjà il est tout seul, parce que le reste du casting, les personnages sont complètement absents. Vous parliez de l'écriture, mais enfin, comme ils ont rien à jouer, ben ils ont rien à incarner. Et Song Kang-ho, comme il est très mal écrit lui aussi, tout Song Kang-ho qu'il est, ben, je suis désolé, moi j'y crois pas. Lui, en baron de la drogue, j'y arrive pas. Pour moi, c'est un mec sympa, donc j'arrive pas à le voir un mec méchant. Il faut qu'il se la donne pour avoir l'air d'un méchant. Et avec un film écrit avec les pieds, eh ben j'y arrive pas. Et là, franchement, à aucun moment j'étais dans Song Kang-ho, le mafieux, quoi. À aucun moment j'ai réussi. Je suis désolé. Et c'est pas les seuls problèmes du film, c'est qu'en fait, ouais, c'est un film qui a été fait par-dessus la jambe. Il y a aucune implication, j'ai l'impression. Le casting, qui est Song Kang-ho le premier, qui n'ont pas l'air d'être au taquet sur le film. On a, ouais, vous avez parlé du sous Scarface, mais c'est le sous tout film de drogue que vous voulez. Rien n'est développé, les personnages sont pas développés, les implications, rien n'est développé, parce qu'il y a les révoltes, mais il y a aussi le conflit de Nord-Sud quand même avec les communistes. Donc il y a une histoire d'espionnage. Il y a ça qui flotte normalement dans l'air. On devrait voir ça. Il y a des passages à la frontière. Il y a quand même du trafic entre la Corée et le Japon. À aucun moment on sent qu'on passe la frontière. Peut-être qu'à un moment il parle japonais et encore c'est vite fait. On sent rien. À un moment, on voit quand il monte, on le voit. Il y a des plans qui m'ont fait penser à Escobar. Je sais pas si tu te souviens, Thierry. Je sais pas si vous vous souvenez avec Javier Bardem. Le ventre de Javier Bardem. Le ventre de Javier Bardem. mais voilà, il s'était fait ce plaisir. Il s'est mis un Escobar. Et il y avait des plans qui sont pareils. Quand on voit Song Kang-ho qui est dans un village en train de porter des sacs ou de filer des coups de pioche, et ben on a le même plan avec Escobar dans un village. Seulement là, on nous dit que en fait Escobar avec son pognon, il finance les défavorisés, les trucs comme ça. On sent qu'en fait, Escobar, il s'implique dans la vie de son pays, ce qui fait que aller le coffrer, c'est pas si facile que ça. C'est pas si simple, en fait, parce que, en fait, oui, certes, c'est un criminel, mais bon, il apporte des trucs, tu vois. Donc, même si c'était mal fichu dans Escobar, bon, il y avait un poil d'accroche quand même sur le personnage. Là, il y a rien du tout. On sait pas ce qu'il fout dans ce village. À un moment, on le voit agiter un drapeau. On se dit qu'il s'implique dans la politique, mais on n'en sait absolument rien. Ouais, tout est fait à la va-vite et par-dessus la jambe. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est peut-être la sélection musicale. C'est en gros la BO. Ils ont pris une compile de classiques, ils l'ont mise en mode random. Et donc c'est trop fast-fait. C'est tous les poncifs de la musique classique sont là. Et en plus, ça n'apporte même. C'est tellement mal monté le son plus l'image plus la réal en général que ça n'apporte même pas d'émotion ni rien. Donc c'est très feignant en fait. C'est vraiment un film feignant à tous les plans. Mais ce qui est encore plus agaçant, c'est que, alors moi quand j'ai vu le film aujourd'hui du coup, et quand je l'ai fait, pour les petits coulisses de l'émission, comme vous le savez, on le dit suffisamment, il y a des petites devinettes en fait qu'on fait tous les jours. Donc du coup, Ellie a fait sa devinette sur ce film et il a commencé à faire des références à L'Homme du Président. C'est là que j'ai capté que c'était le gars qui avait fait L'Homme du Président. Et ce mec-là a fait aussi The Inside Man, qui est un film qui a eu rafle de prix à l'équivalent, on va dire, des Césars coréens, qui est un thriller politique que j'avais vu, mais je me rappelais pas. Et quand j'ai revu le synopsis, j'ai fait putain, j'ai vu ce truc avec Lee Byung-hun. Il y a ça, tu peux être heureuse, je sais que tu l'adores. Et qui était excellent. C'est un espèce de thriller politique de 3 heures qui te fait penser à El Reno, qui est ultra tambour battant, mais qui est très bien et qui est surtout hyper maîtrisé. Et en plus, je me disais, bon, L'Homme du Président, ça a l'air chouette. Alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'erreur, tu vois, en plein milieu de. C'est ça, c'est clairement une sortie de virage en plein milieu. On sait pas trop ce qu'il a voulu foutre, mais il l'a fait, quoi. Et en plus, il y a Baïdouna, quoi. Baïdouna qui est quand même fantastique. Et le rôle, en plus, qu'elle a, aurait pu être tellement bien écrit, tellement bien gaulé. Cette nana déborde de charisme et un rôle comme ça aurait pu être génial. Et tu te dis, mais ils avaient tous les éléments pour faire un truc super et à la place, on a ça. Non, mais c'est une fille, elle est compliquée, elle choisit ses mecs, il suffit pas d'être riche. Par contre, si tu l'amènes faire un tour de cabriolet, c'est bon, quoi. Est-ce que je peux juste revenir sur L'Homme du Président, parce que je crois que je suis la seule à l'avoir vu, je l'ai vu à l'étrange, et c'est marrant. Non, dis pas que c'est pas bien. C'est justement ce que je vais dire. Quand à la fin de The Drug King, je me suis dit, merde, mais ça me fait penser à L'Homme du Président, j'avais pas regardé le nom du réel, j'avais pas regardé l'affiche du réel et compagnie. Du coup, j'ai regardé ensuite et j'ai vu, ah bah oui,
effectivement, c'est le même réel, tout fait sens. Parce que c'est un peu le même délire dans L'Homme du Président. T'as plein de poncifs et de scènes où tu comprends pas bien à quoi ça sert enfin bref. Mais allez le voir quand même si ça vous fait plaisir. Ouais. Bon, ben, je vais retourner voir The Inside Man. Hein. Alors, j'hésite à spoiler la scène de fin parce qu'on a quand même effleuré la scène de fin plusieurs fois, qui est une repompée de la fin de Scarface. C'est hallucinant, mais en moins bien, sans la violence. En plus pathétique, tu vois. C'est-à-dire que tu remplaces le fusil d'assaut par un fusil à pompe. Et les mecs qui lancent l'assaut, c'est des flics. Non, c'est ça, c'est des militaires planqués derrière un portail parce qu'ils ont peur d'un fusil à pompe. C'était ridicule. Ah, mais c'était la tristesse, quoi. Et c'est le procureur, le gars qui a aucun gilet pare-balles, aucune protection, qui lance l'assaut, qui rentre en profondeur. Enfin, voilà. Ouais, quoi. non, mais tout est pathétique. Il y a une scène d'action au moment, mais qui était au milieu du film, qui était montée avec les pieds. Bon, bref, c'est une catastrophe. À tous les points, je pense que je vais avoir besoin Est-ce qu'on peut quand même relever aussi le magnifique passage où complètement défoncé il appelle sa femme et qu'il y a une colorimétrie qui est géniale avec des champs contre champs sur sa gueule, donc des plans un peu lumineux quand il lui dit ma chérie s'il te plaît j'aimerais tant rentrer à la maison et voir les enfants, et là son corps tourne la tête, c'est Gollum le gars quoi, il tourne la tête, la caméra passe en bas, là la colorimétrie est sombre, il fait espèce de salope, grosse connasse. Qu'est-ce que c'était que ce truc quoi, j'étais là mais... Mon précieux. Vraiment, ils en avaient rien à faire, même dans la com. Ils vendent une drogue, ça s'appelle la Made in Korea. Enfin, si tu veux, en plus il y a l'image, quoi. Je veux dire, l'image est très forte. La déception. Attends, je suis désolée, je te coupe Thomas, mais elle lui dit, faut trouver un nom. Tu vois, c'est pour faire marcher le truc. Et moi, dans ma tête, je gambergeais déjà. J'étais là, ah ouais, ça peut être ça, ça peut être ça. Et il dit Made in Korea, mais je te jure, j'ai failli balancer l'ordinateur. Mais alors, très bien, mais justement, mais ça, à la limite, il y avait un plan, mais le fait de mettre un tampon, d'avoir le sachet de drogue, ils avaient une affiche, quoi. Ils avaient le nom du film, ils avaient l'affiche, et ils te font un truc générique comme le baron de la drogue, enfin le The Drug King, là. Tu te dis, mais putain, mais même à la com, ils en avaient rien à cirer, quoi. Enfin. Je pense qu'on a besoin d'aller s'aérer un peu la tête, d'aller faire la fête, d'aller danser pour oublier ce film, hein. Ou qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je suis d'accord. Allez, c'est parti. On est partant. On fait chauffer les platines. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Ce soir, c'est Miss Camping. Tu vas bien reprendre un peu de sangria? On a de très très grosses chances de se faire striker cette bande-annonce sur YouTube, voilà. Alors, vous aurez reconnu le morceau Supernatural de Céron, mais c'est aussi la bande-annonce, enfin le morceau qui est présent dans Climax de Gaspard Noé, film présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2018. Film d'1h37 avec Sofia Boutella et puis toute une pléthore de danseurs. Climax qui nous raconte une soirée qui commence bien. On danse, on boit de la sangria, on discute, on boit de la sangria, et puis on redanse, et puis on s'approche des uns des autres, et puis on boit de la sangria, et puis elle a un drôle de goût cette sangria. En fait, la soirée va vriller petit à petit pour devenir et sombrer dans la malaisance et le malsain, voilà, pour rester soft pour l'instant. Un film assez choc. En même temps, on a l'habitude avec Gaspard Noé, et qui nous a été présenté par l'ami Luc. Ouais, ah bon, surprenant. Luc, la question rituelle, pourquoi avoir choisi ce film? Alors pourquoi ce film? C'est pareil, j'étais un peu comme Thierry au début, film de drogue, j'ai fait ah putain ouais mais lequel quoi. Et pareil, Google m'a aidé un petit peu à choisir. Effectivement, je suis tombé sur Enter the Void au début et je me suis dit peut-être un film qui m'a plus choqué ou qui m'a plus disons pas fait poser des questions, mais disons qui m'a plus marqué. Et effectivement, Climax de Gaspard Noé, je l'avais vu en salle quand il est sorti en automne 2018, je crois, si je dis pas de conneries.
Et effectivement, enfin le film, enfin Gaspard Noé, moi, voilà, enfin j'apprécie le réalisateur, j'apprécie son travail. Tous ses films sont pour moi des excellents films. Et quoique après tout ce qu'on peut en dire, hein, des problématiques de ce que ça avance et tout, mais en soi le travail de Gaspard Noé c'est un vrai travail d'artiste quoi. Et Climax en fait, bon pour la petite histoire, comme chaque fois quand Gaspard Noé lance un projet, en fait il va voir ses producteurs, il va dire bah là pour le coup pour Climax, c'est dire oui je vais faire un film sur les danseurs, je suis une troupe. Bon les producteurs ils ont dit bon bah ok on te met 2 millions et puis il revient avec un film d'horreur de huis clos quoi. Donc les mecs sont ouais putain Gaspard, mais bon ils s'y attendent hein. Généralement ceux qui financent les films de Gaspard Noé s'attendent à pas avoir le résultat vraiment estompé mais qui valident quand même. Et oui effectivement bah le film raconte quoi? Ça raconte une troupe de danseurs qui s'entraînent pour préparer une tournée aux États-Unis et ils sont enfermés, enfin ils s'entraînent dans une salle enfin fond de la Picardie ou je ne sais où en France, dans une France vraiment de prolos quoi entre guillemets et effectivement alors, ça a été tourné dans une école désaffectée, voilà pour la petite anecdote. Ouais. Voilà. Mais effectivement en fait le film voilà commence avec des excellentes scènes de danse et voilà on suit réellement une soirée malheureusement qui tourne mal effectivement parce que quelqu'un a foutu de l'acide vraiment dans la sangria que quasiment tous les participants boivent et ça va entraîner finalement une soirée complètement ouf et incarné en fait ça va être mis en scène par du Gaspard Noé. Donc en fait le seul problème du film c'est que c'est du Gaspard Noé et que ça change rien. Enfin ça voilà, il invente pas la roue. C'est son style, c'est lui, c'est vas-y, je te fais tourner la caméra, je te mets des néons dans tous les sens, je te fais l'enfer en 1h20 quoi et c'est une expérience à vivre qu'on aime, qu'on déteste. Moi je l'ai maté pour la deuxième fois là, je l'ai maté avec ma copine en Blu-ray. Ma copine a détesté hein, très clairement, elle a dit que c'était le pire truc qu'elle ait vu de sa vie et voilà, mais ça lui a fait en fait elle dit pas que c'est nul mais qu'elle a pas du tout apprécié le trip parce que c'est vraiment t'es vraiment en fait pris par Gaspard Noé entre deux murs et il te fait vraiment vivre l'angoisse au plus haut point quoi et c'est ça qui fait que déjà le film fonctionne extrêmement bien. Autre défaut qu'on pourrait lui accorder peut-être aussi qu'il est peut-être un peu trop appuyé sur ses références parce que si on a vu par exemple le film Salo ou les 120 jours de Sodome, bah effectivement c'est un peu trop repris là-dessus. Il y a quand même beaucoup d'emprunts à ce film là. Après avec Possession également pour tout ce qui est scène où complètement hystérique où les gens se mettent à crier comme n'importe quoi. Voilà, il y a pas mal c'est un peu trop référencé mais en soi le film je trouve que sur ce qu'il montre, ce qu'il apporte dans son propos entre guillemets du vivre ensemble et qu'est-ce qui se passerait s'il y avait plus de limites en fait en mettant des gens ensemble enfermés, voilà qu'est-ce que ça donnerait selon lui, voilà enfin c'est vraiment un film pas d'expérience en fait et je trouve que ça a été une excellente expérience, quoique choquante mais une excellente expérience quoi. Alors je me tourne vers quelqu'un pour qui c'était l'expérience, la découverte du film. Il y a ça. Oh, je suis navré, on t'a fait regarder ça. Pardon. Je suis une grosse fragile, d'accord? Vous vous rappelez de Yassa devant Emma qui avait vraiment éructé parce que le sexe libre à ce moment-là c'était un peu trop et la danse c'était un peu trop aussi? Parce que là c'est comme disait Léonore, c'est un peu ça fois 10 000. Hein. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, ouais. Non, franchement, c'est un film qui m'a étourdi en me laissant un arrière-goût de Bill. Voilà, à la fin du film, je pensais qu'à ça. J'ai un arrière-goût de Bill dans la bouche. De Bill du Big Deal. Ta gueule. Oh, putain. On va faire un tour. C'est tout aussi traumatisant d'avoir un arrière-goût de Bill du Big Deal, hein, je pense. Je ne veux pas savoir. Si t'as essayé, tu dois le savoir mieux que moi. Mais en fait, j'ai le seul autre film de Gaspard Noé que j'ai vu, c'était Irréversible. Et voilà, et je veux dire, ce travail d'un environnement opprimant, oppressant, de sale, enfin et ce huis clos aussi avec autant de personnages qui viennent foutre le bordel, enfin qui sont obligés un petit peu de foutre le bordel vu l'état dans lequel ils sont. Ça m'a prise au dépourvu et je sais pas trop comment qualifier ça, mais disons que je me suis pris une grosse décharge électrique en me disant continuellement non, non, non,
Non, j'arrêtais pas de dire non dans ma tête. J'arrêtais pas de le répéter parce que je voyais où ça partait et plus je regardais et plus je sentais l'horreur en fait de ce qui arrivait et c'est tellement malsain, c'est tellement primaire que je reconnais qu'il y a quand même un certain talent là-dedans et je lui enlève pas ça évidemment. C'est juste que c'est pas le genre d'histoire que j'aime regarder parce que je pense que la réalité est déjà assez glauque comme ça. J'ai pas envie en plus de me taper du glauque avec des films quoi. Je préfère m'évader autrement quoi. Mais voilà, le film est bien posé parce que les personnages sont présentés au fur et à mesure dans la petite interview, là, dans la petite casse télé. Et puis, on est plongé presque immédiat res dans leur monde quoi et ils nous présentent que voilà c'est une troupe quand même qui est assez voilà très artistique et joyeuse etc à travers les mouvements de danse qui sont d'ailleurs j'ai remarqué ça qui sont d'ailleurs c'est très chorégraphié au début parce qu'ils sont tous sobres ils font leur taf etc et puis au fur et à mesure que ça dégénère au fur et à mesure les moments de danse et les rapprochements en fait ils sont de plus en plus chaotiques donc ça présage en fait de ce qui va arriver évidemment donc voilà ça fait partie quand même de son travail de cinéaste. Après voilà je pense pouvoir dire avec certitude maintenant je le dis avec certitude je ne verrai plus un autre film de Gaspard Noé qui a été fait ou qui sera à faire voilà ne comptez plus sur moi. Tu ne rattraperas pas Lux Aeterna pour le top de la fin d'année. Non. Quel dommage. Non. Ben, alors, on va aller directement à l'opposé, la grande fan, la grande prêtresse de Gaspard Noé, Éléonore. Alors, j'ai même une question spécifique, parce que souvent, Climax a été désigné, si je me trompe pas, comme menu best-of, comme concentré de Gaspard Noé qui rassemble un peu tout son cinéma. Est-ce que c'est le cas, Éléonore ? J'ai l'impression que c'est un petit peu une phrase qu'on ressort à chaque sortie de ses films, non ? Parce qu'à chaque fois, il a un style qui est tellement particulier que chacun de ses films s'auto-caricature. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un menu best-of de tous ses films. Les propos sont pas les mêmes, la manière de filmer n'est pas les mêmes. C'est un huis clos, il n'est pas forcément huis clos à chacun de ses films. Oui, je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, du coup, oui... je sais pas si quelqu'un a envie de répondre à cette question, parce que je suis pas forcément la plus spécialiste de Gaspard Noé, d'ailleurs. Thierry qui est fan, sinon. Oui, enfin pour répondre à la question, en fait c'est ça, moi je suis un petit peu dans le même propos que Léo, c'est-à-dire que si on va par là dès le début, Irréversible reprenait pas mal d'éléments de Seul contre tous, donc en soi oui, enfin généralement Gaspard Noé c'est un mec qui fait de la plus-value de ses films, qui va intégrer les éléments qu'il a mis dans les précédents pour ensuite les synthétiser puis partir ailleurs. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans Lux Aeterna. Lux Aeterna va référencer dans la manière de filmer beaucoup de ce qu'il a pu faire. Je trouve que c'est un gars qui se fait beaucoup de clins d'œil parce que c'est un gars qui vit aussi dans sa bulle quoi. Donc en soi voilà, je pense que tout est un massive best-of de Noé, même dès le début quoi. Tout se ressemble pas dans le fond, mais peut se ressembler un peu des fois dans la manière d'aborder la forme plus que dans la vraie forme en fait. Ok. Et sinon, alors Léo, donc ton avis par rapport à ce film, j'imagine que t'as aimé, mais en quoi ? Oui, tout à fait. J'ai vraiment adoré ce film. Déjà, j'ai eu la chance de le voir au Publicis, avec donc un son qui est excellent. Et je pense t'as eu le fameux 5-7. Oui, mais je crois que je l'ai dit plein de fois, et c'était juste fou, parce que j'en étais malade à la fin, parce que il y a un travail, le travail sur l'image, je vais pas revenir dessus, Benoît Deby, les travails sur les néons, sur les couleurs, je pense que d'autres reviendront dessus forcément, mais ce qui est excellent dans ce film, c'est le travail de la musique. Bon, déjà, les choix de morceaux et la manière dont ils sont mixés, dont ils sont travaillés, c'est un plaisir, mais en plus, il y a un travail sur le beat, on va dire, et sur la manière de l'accélérer ou au contraire de le ralentir pour créer un effet sur le cœur du spectateur, on va dire, sur la tension et sur le cœur. Et je trouve ça génial que le cinéma puisse avoir cet effet, quoi. C'est juste fou. J'allais dire la BO, c'est autre chose que The Drug King. Hein. Avec le hip-hop, la disco, tout ça. Gaspard Noé a toujours été bon dans les choix de musique et c'est toujours entouré aussi de. Généralement, il le fait souvent, il bosse souvent avec Thomas Balganter des Daft Punk. Et puis même tout ce qui sort en référence musicale, c'est toujours de la bombe quoi. Là, il y avait aussi le DJ Kid Ismail aussi, je crois, qui était dans le cast aussi. Absolument. Voilà. Absolument. Qui s'appelle Daddy. Je trouve ça très très drôle.
Du coup, reprends Léo, j'en pardon. reviens exactement, justement, ça va très bien quand je dis c'est très très drôle. Je trouve que ce film, malgré le côté glauque et vraiment très fort, a aussi quelque part de l'humour. Surtout dans la première partie, dans cette manière qu'il a un petit peu de filmer avec beaucoup de distance cette espèce de microcosme de danseurs qui est donc un public assez particulier, enfin des personnes assez particulières qui ont en général beaucoup d'ego, qui vivent avec une certaine façon de faire, une certaine façon de se montrer, et toute la première partie, on les voit en train déjà de se présenter en cassette, donc de montrer leur meilleur jour. Ensuite, quand ils sont à la soirée en train de un petit peu s'épier les uns les autres et de parler de ragots, parler du drapeau de la France, parler des choses très banales mais en même temps très drôles. Je trouve ça vraiment bien, et du coup ça désamorce encore plus la troisième partie qui est donc cette descente aux enfers absolument atroce et qui joue avec des tabous, avec la lumière, c'est juste exceptionnel. Enfin, on a l'impression un petit peu du coup de suivre des sujets de laboratoire, des espèces de rats de laboratoire coincés dans un espèce de labyrinthe géant et qui essaient de trouver la sortie. Et du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié cette distance qu'il a aussi, assez paradoxalement. Bon, Thierry, est-ce que je te pose vraiment la question ? Je vais juste en profiter pour faire une petite parenthèse avec une anecdote, parce que Léo nous a du coup parlé de son ressenti suite à une séance au Publicis. Alors je sais pas si c'était exactement cette séance-là, mais je pense que j'en avais jamais parlé au micro. Donc nous, on a la chance de connaître monsieur Brian Moulinier, qui est le projectionniste du Publicis, et qui m'avait raconté qu'en fait, quand Climax est sorti, donc le Publicis a la réputation de mettre un son très fort, il est souvent très cristallin, il y a pas de souci, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent déjà du fait que c'est un peu trop fort. Et voilà, ils vont mettre, enfin je sais pas, le troisième degré, on va dire, de son qui est très très fort par rapport à d'autres cinémas. Et en gros, Gaspard Noé, à l'une des premières séances de Climax, a débarqué et a demandé à ce que le son soit mis 2,5 fois plus fort que d'habitude. Et il est resté en fait à l'entrée de la salle et il a compté sur son petit carnet les gens qui se barraient au fur et à mesure parce que c'était trop désagréable. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment un petit con, Gaspard Noé, hein, mais qu'est-ce que je l'aime, ce petit con. Moi, quand j'ai vu Climax, je l'ai vu au hall, donc c'est un petit peu moins sexy. J'étais incapable, comme souvent chez Noé, de me dire si j'avais aimé le film ou pas. J'étais là en mode, j'ai l'impression d'avoir détesté tout ce qu'il m'a montré, mais à la fois d'avoir été totalement fasciné. Et je me suis dit, de toute manière, c'est pas grave, parce que l'important avec Noé, c'est de vivre une expérience. Et si je l'ai vécu, qu'elle me plaise ou pas, c'est pas l'important. Et ouais, je l'avais totalement vécu. Donc là, j'ai eu la chance de le revoir en plus avec quelqu'un qui l'avait pas vu et qui a été vraiment choqué, un peu choqué pendant le film, en se disant putain, mais où est-ce que ça nous emmène? Et du coup, j'étais là en mode putain, je devais vraiment ressembler à ça pendant la séance. Et là, j'ai pu du tout m'attarder, en sachant où ça allait aller, j'ai pu m'attarder sur plein de détails. Bon, c'est pas passé sans réticence. Il y a ça, tu parlais des moments où on voit justement tous ces danseurs qui sont présentés un par un biais vidéo. Moi, au moment où il y a eu Gazelle et son frère qui ont commencé à parler, j'ai eu envie d'arrêter parce que je savais où ça allait aller. J'étais là, j'ai pas envie de revoir ça. D'un autre côté, je savais aussi que cette caméra allait tellement me fasciner que quand ça allait m'y amener, il y a une espèce de, je veux pas dire de curiosité morbide, mais il y a quand même une fascination qui s'installe et qui se dit que même si ce qu'on voit est dégueulasse, on a quand même envie de le regarder parce qu'il arrive à tordre la réalité pour nous dire ouais, mais t'es quand même fasciné, quoi. Et c'est ce qui me subjugue avec le cinéma de Gaspard Noé en général, et Climax est un parfait exemple de ça, je trouve. Voilà, donc mon avis est assez dithyrambique, j'avoue. Marwan, es-tu aussi dithyrambique que tes camarades? Totalement. Après, je pense que ce n'est pas une surprise, étant donné que j'adore ces films en général, et que un de ces films fait partie de mes films préférés. Et celui-là a été vraiment une certaine claque, dans le sens où c'est rare, même pour des films entre guillemets assez effrayants, ou tout ce que vous voulez, que je me retrouve endolori à la fin de la séance, tendu, crispé, et c'était assez impressionnant. Je trouve qu'encore une fois, ouais, Noé, c'est le genre de mec à pas forcément te voir, c'est-à-dire qu'il a souvent une idée très forte, un concept, qu'il va essayer de proposer ou de vendre à des producteurs ou à des gens qu'il connaît déjà bien. Et à cette idée où il va faire croire avec plusieurs pages de scénar qu'il va faire ça, mais il va davantage suivre ce qu'il pense faire, même si des fois ça peut être... il va se détourner de tout ça. Et c'est extraordinaire dans ça, en fait. C'est extraordinaire parce que en fait, il sait que son film est unique dans le sens où il ne se trahit pas. Au départ, on y voit une des plus belles scènes de danse filmées de ces dernières années, je trouve.
on y voit des scènes, on va dire, d'intimité où des groupes discutent entre eux. Et quand tu n'es pas au courant du film en tant que tel, tu ne sais pas, même si, enfin, sauf si tu connais bien Noé, tu ne sais pas qu'il va y avoir un truc assez dingue après, et un truc beaucoup plus horrifique, beaucoup plus inquiétant. Et je trouve ça assez impressionnant, un peu traître, mais assez impressionnant de sa part. Et en soi, malgré, je trouve, c'est césure, enfin c'est, comment dire ça, l'originalité de chaque passage qui ne sont pas forcément, qui ne se ressemblent pas forcément, je trouve que tout ça est merveilleux et arrive à faire une unité, je trouve, d'un film qui m'a totalement, encore une fois, bouleversé d'angoisse, de terreur, et c'est vrai, je sais pas vous, mais moi je trouve que ce qui a le plus fonctionné, c'est vers la fin, quand il décide de tourner à l'envers. Moi je trouve que ce moment-là crée pour moi une nausée totale, et c'est assez impressionnant de impressionnant, c'est que c'est vraiment juste en ayant inversé, en créant, après nous avoir bien bousculé de partout, bah là en gros il nous dit pas c'est bon on arrête les gars, c'est regardez, vous êtes comme la caméra à l'envers, profitez de ces derniers instants. Et c'est en ça que je trouve que ce film est impressionnant et incroyable. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fond, du ressenti, mais c'est vrai qu'on n'a pas immensément parlé de la forme. Et comme tu le dis, ouais, il y a ce côté retourné, et il y a aussi le fait que le film, alors même si ce sont pas des vrais, je pense, il est quand même composé de 2 immenses plans séquences et qui sont mais d'une virtuosité incroyable dans le ressenti, quoi. Et justement celui-ci où t'as carrément la caméra qui se retourne et tu finis totalement à l'envers, et ça coupe jamais, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et vraiment, enfin, oui, c'est ça aussi, c'est le propos, quoi. Il te dit clairement, ça va pas s'arrêter, quoi. Ça s'arrêtera quand tu seras sur les rotules, quoi. Et c'est transcrit à la caméra, quoi. Oui, non, c'est un film assez fou, assez dingue sur la forme. Alors, justement, on pourrait se dire que c'est un film de psy malin, parce que comme tu le dis Thierry, son kiff c'est quand même faire sortir les gens de la salle. Dès qu'il passe sa canne. Gaspard Noé est un petit malin. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Ça me dérange pas en soi, en tant que ça, les films de petits malins. Mais clairement, oui, c'est le terme le définit pas mal. Hein. Voilà, donc on sent que ça cherche à choquer. Alors ça va faire le petit malin aussi sur la mise en forme du générique, parce qu'on va dispatcher le générique un peu partout sur la longueur du film. On peut mettre même d'ailleurs au milieu. D'ailleurs, ça marque bien la séquence pour te dire que là, on va passer dans un autre film, dans un autre délire. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs parties dans ce film. Il y a une scène de danse qui est folle parce que, effectivement, oui, c'est d'abord un film de danseurs. Il a d'abord recruté des danseurs un peu partout. Ça raconte beaucoup de choses. On a ce drapeau de la France au milieu de la salle. On a justement ce casting avec des hommes, des femmes, des hétéros, des homos, des Français, des étrangers. Enfin. C'est très diversifié, c'est diversité quoi, très cosmopolite. Effectivement, toutes les couleurs aussi. Et un enfant. Comment ? Et un enfant. Et un enfant. Oh my God. Et un enfant, voilà. Alors, moi, c'est assez bizarre. Alors, cette expérience, moi, on m'avait déjà spoilé le film, si vous voulez, donc je suis moins choqué qu'il y a ça. Je peux pas dire que je sois aussi choqué qu'elle, parce que bon, moi, voilà, j'ai vu le film en journée, on me l'avait spoilé, je savais ce qui se passait dans le film. Donc, je salue la mise en forme technique, en fait. C'est là que c'est assez très important, impressionnant. C'est plans de séquence, et en plus, il y a relativement peu de répétitions. Il y a une mise en scène, ils savent ce qu'il faut, mais effectivement, comme ce sont des danseurs avant tout, et ça c'est le mot important quoi, c'est parce qu'on va filmer les corps et c'est ça qui va être super important. Alors du coup il y a des moments où c'est pas super bien joué, bon voilà. C'est pas des acteurs non plus hein, tous hein. Il y a que Sofia Boutella qui est actrice, et encore elle a été actrice dans La Momie quoi, mais bon. Oui, et dans Kingsman, elle fait la fille avec les jambes. Je dis la Blade Runner. Voilà, elle est dans Star Trek. Non, mais en fait, c'est surtout une cascadeuse initialement, Sofia Boutella. Donc forcément. C'est une danseuse, non ? Non, elle est danseuse. Non, elle est danseuse. Ouais, non, elle est sous-exploitée dans le cinéma hollywoodien. Et là, pour une fois, elle a un vrai rôle. Elle tient vraiment. Elle est là. Elle tient la caméra vraiment. Elle existe et elle porte le film. Enfin, elle est pas la seule à le porter, mais elle fait partie de ces visages qu'on retient dans le film. Et oui, c'est un film qui est très fou, ça part en délire, à la fin on est complètement perdu quand la caméra se retourne. Ouais, c'est un film très fort, effectivement. Je dirais pas que j'ai passé un bon moment pour autant, hein, mais je crois pas que ça soit le but de ce film de passer un bon moment. Donc j'aurais beaucoup de mal à le juger en fait. Je peux pas dire que j'ai adoré parce que j'ai pas super kiffé. Justement parce qu'il y a des moments je trouve que ça fait un petit peu petit malin, et je trouve que justement quand il est pas dans ses prouesses techniques, dans ses plans de séquence et autres, dans des scènes un peu plus
des moments un peu plus faibles, on va dire. Je trouve que c'est pas forcément très très fort, mais il y a tellement de prouesses, tellement de trucs que oui, c'est un film qui est marquant et que ouais, s'il faut le voir quoi, pour la curiosité, pour ce qu'il apporte. Et bon, par contre, il faut savoir qu'il faut s'accrocher. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'en fait, encore une fois, c'est un mec qui a concept, tu vois. Et aussi, je trouve qu'il pose vraiment la question du est-ce qu'un film doit juste faire du bien? Est-ce qu'un film ne doit pas juste donner des émotions ou faire ressentir des choses? Et l'idée, c'est ça, c'est que, comme tu t'es dit aussi par rapport à Pasolini, mais pour moi, Pasolini, j'en ai vu qu'un seul de lui, c'était un enfer, mais en même temps, c'était un curieux enfer. Cette idée, c'est de savoir à chaque fois si le cinéma n'est là que pour te caresser dans le sens du poil, ou s'il est là, est-ce qu'il peut te proposer autre chose? Et moi, je trouve en ça, il arrive, au contraire, c'est bien, je trouve que le cinéma est beaucoup plus qu'un divertissement en tant que tel, c'est aussi une façon de ressentir des choses totalement inédites ou qui peuvent gêner, déranger ou nous faire criser. C'est encore une fois, quand je te dis que c'est un mec à concept, c'est irréversible, c'est juste montrer un viol, tu vois. Le mec, encore une fois, c'est du concept, mais en même temps, c'est de la provocation. Love, c'est une histoire d'amour, mais qu'avec du cul. Tu vois, encore une fois, c'est toujours une façon de raconter, mais avec un concept. Et après, ce qui est beau avec lui, c'est que vu qu'il a une patte, une identité, bah, ce concept ne reste pas à l'état de fœtus où ça va pas très loin, où le concept est vite usé. Et c'est ça, c'est pour ça. Et je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas agréable, mais je pense que c'est pas le but d'être agréable, tu vois. Clairement pas. Bon, après, sinon, si j'étais méchant, je dirais qu'il a bien retranscrit l'esprit des soirées, parce que quand même, la première partie de soirée, je me suis un peu fait chier quand même, et j'avais pas de sangria, donc si on n'est pas accro à la danse, bon, il y a les parties de battle, faut se les fader, et les discussions, elles sont pas toutes top quoi. Voilà. Après, quand même les scènes de danse, c'est un petit peu ce qui a le milieu. Ah mais c'est le cœur du truc. Mais si vous kiffez la danse, vous allez vous régaler. Si c'est pas votre truc, bon, voilà. C'est même sans kiffer la danse, juste le travail de couleurs, de costumes, de corps. Enfin, c'est pas juste de la danse, quoi. Ça m'a pas touché énormément. J'ai bien aimé la scène d'intro, mais après, au bout d'un moment, trop de danse, quoi. À la fin, par contre, je trouve que ça portait quelque chose. Il y a un contorsionniste. Non, mais il y a un contorsionniste, un acrobate qui sont là. Et ça prend un sens, ça donne le côté tordu. Je trouve que ça s'imbrique bien, il imbrique bien dans le film. Ah, après t'es pas, enfin ça t'a pas atteint, je peux comprendre aussi, hein. Moi je suis pas forcément non plus le plus grand fan de danse. Du coup j'aurais pu être imperméable. Après je me suis vraiment accroché énormément à la manière dont c'était montré, j'ai trouvé ça fascinant. Mais c'est vrai que si ça avait été montré de manière, comment dire, un peu plus plate à la caméra, ça, on aurait beau avoir le balai de couleurs et de costumes, oui je pense que perso j'aurais peut-être pas été non plus très atteint. Voilà, je vois ce que tu veux dire du coup. Bon, en tout cas, à part Yassa qui est traumatisée, qui va nous maudire et qui ne viendra plus quand elle entendra parler de Gaspard Noé. Faut pas compter sur moi. Hein. on lui dira pas. On va demander à Gaspard Noé d'avoir un acronyme. Salaud. C'est Lars von Trier, il y a ça, Lars von Trier. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. C'est ça. On a eu notre dose, mais c'est pour la redescente, on va se rouler un petit truc tranquille. C'est l'heure des recos. Welcome to the Love Box. La drogue, c'est de la merde. Voilà, alors on ne recommande pas la drogue. On a parlé drogue pendant 1h30, mais la drogue c'est de la merde, on vous le dit, on vous le répète, c'est pas bien. Voilà. L'heure des recos, une œuvre qu'on aime, une petite reco qui vous tient à cœur. On commence par l'invité, Luc. Est-ce que tu as une reco? Une reco qui n'a pas rien à voir avec le sujet. Ne serait-ce que peut-être un petit lien franco-français. Du fait que, en fait, je voulais vous recommander un film, mais je pense que vous le connaissez déjà, je pense que vous l'avez apprécié, mais au cas où, s'il y avait des gens qui ne l'ont pas vu, Portrait de la jeune fille en feu. Je viens de récupérer le Blu-ray et je me suis. On a même fait un épisode dessus, vilain auditeur. J'imagine bien. De toute façon, forcément, vous avez fait la critique ciné actuelle, donc oui, vous avez dû forcément parler. Mais ouais, c'est un film moi qui m'avait extrêmement surpris quoi. J'attendais pas me prendre une branlée par un film aussi beau quoi, mais beau dans tous les sens quoi. Et
Et c'est un film en fait voilà, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, en gros ça se passe au XVIIIe siècle et il y a une peintre qui tombe amoureuse du modèle en fait qu'elle va peindre et voilà ça part dans cette histoire là et c'est un film incroyable. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le surconseille. C'est un putain de film et c'est un des meilleurs films français c'est au moins les 15 dernières années quoi. Facile. Pour plus de détails, on vous envoie vers notre épisode. Et pour m'entendre en dire le plus grand mal aussi, je vous invite vers l'épisode, mais ça c'est encore autre chose. Thierry et Hera l'ont défendu. Voilà. Merci pour cette reco, Luc. Il y a ça. Alors, moi j'aimerais recommander un livre que j'avais lu il y a très très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Pas si longtemps, mais bon. Anyway, qui s'appelle Stup et Fiction de François Rouillet, et c'est un essai en fait sur les drogues et la toxicomanie dans la science-fiction. Et en fait, ça offre un petit peu un panorama des psychotropes qui sont utilisés dans la littérature et dans les films, dans les BD, etc. L'auteur est très versé dans la science-fiction et la bande dessinée, donc il revient sur toutes ces choses-là et on apprend énormément de choses. Voilà. Merci. Et Léonore ? Léo ? Allô ? Désolée, j'avais oublié d'appuyer sur le que je t'ai Voilà, donc j'ai parlé toute seule. Oui, donc je vais recommander un film qui est sorti sur Netflix il y a à peu près 1 an déjà, et qui, je trouve, est passé un petit peu inaperçu, donc qui s'appelle Horse Girl, par Jeff Benna. J'espère que je le dis bien, et également écrit par Alison Brie, qui joue dedans. Et je trouve que c'est l'une des actrices américaines de ces dernières années qui a la carrière la plus passionnante. Donc le film suit cette jeune femme qui est montrée comme assez seule, assez marginalisée. Donc on sent qu'elle essaye de se faire des amis, mais c'est compliqué. On voit que sa famille n'est pas présente, on ne sait pas tout de suite pourquoi. Et petit à petit, on comprend qu'elle a vécu un traumatisme dans son adolescence et qu'elle a perdu sa mère qui s'est suicidée l'année d'avant. Donc on comprend sa solitude et on comprend également qu'elle est en train petit à petit de vivre soit une sorte de dépression. Et en fait, cette maladie mentale est filmée avec beaucoup d'onirisme et c'est à la limite du fantastique. Et du coup, c'est un film vraiment passionnant qui ne juge pas du tout la maladie mentale, et ça c'est assez rare au cinéma, et qui profite de certaines scènes oniriques absolument fantastiques, avec une couleur mi-bleue, mi-pêche sublime, et portée par Alison Brie, qui, comme je le disais, est vraiment une actrice fantastique. Merci. Marwan ? Alors pour le coup, je vais rester dans ce thème qui m'est cher, qu'est la drogue, pour vous conseiller, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film Le Monde est à toi, de Romain Gavras. C'est tellement mieux que The Drug King, alors que c'est le même genre de film. Oh. T'as pas aimé ? Non, je si, dis c'est ce que je viens de te dire, c'est que c'est The Drug King en excellent. Ça j'ai compris, mais c'était Thomas qui a fait un oh. Je dis, c'est pas exactement le même genre de film. Oui, c'est 100 fois mieux. Enfin, c'est même pas comparable, en fait. Mais je veux dire, c'est un rescapé. Enfin, c'est un film qui rend hommage aussi au même type de film que The Drug King, mais qui le fait tellement mieux, quoi. Totalement. Et puis en fait, ce que j'aime beaucoup, donc c'est l'histoire de François qui décide, on va dire, d'arrêter ces conneries, donc les ventes de drogue, et il veut maintenant vendre des Mr Freeze au Maroc. Donc il prépare son petit projet, et en fait le problème c'est qu'il va quand même devoir, pour lancer ce projet, faire une dernière mission, c'est d'aller en Espagne pour ramener de la cam. Et c'est très bien écrit, je trouve, très très bien filmé, c'est magnifiquement filmé. Romain Gavras qui a fait aussi un premier film dont j'ai plus le nom, mais qui est aussi intéressant. Le truc avec Vincent Cassel et son père, non, c'est ça ? Non, Vincent Cassel et puis un gamin, je pense que c'est des roues qui veulent se venger des gens, en fait. Mais c'est un autre délire d'humour noir. Mais en fait, je trouve que dans ce film-là, en fait, c'est un film plein d'humour noir, mais qui en même temps est plein de tendresse pour ses personnages. On est toujours un peu triste pour eux, parce qu'il y a toute une grande tristesse dans tout ça, et voilà. Et en fait, le casting est du 5 étoiles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Isabelle Adjani incroyable, et je la trouve extraordinaire dans ce film. Karim Leclou, dans tous ces personnages-là, je trouve, ont une écriture assez fascinante. Je leur recommande ce film à 160%. Oui, c'est celui où il y a Vincent Cassel qui regarde des vidéos complotistes. Oui, c'est ça, ouais, très bien. C'est Notre jour viendra.
le film dont tu parlais tout à l'heure, Marwan. C'est ça, oui. J'ai hyper Et envie de le c'est voir, intéressant. du coup, cette histoire de roux qui veulent conquérir le monde. Ça me plaît bien. Bah, j'ai le Blu-ray, si tu veux, je le passerai. Bah ouais. Thierry. Ouais, alors moi c'était assez compliqué de trouver. On revient sur le même délire qu'on a eu avec Luc tout à l'heure en mode mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous conseiller. J'ai hésité. Scarface, du ouais, coup, ce que j'allais dire. Ouais. Mais on a déjà parlé. Carrément pas. Il y a Hera qui m'avait dit t'as pas intérêt à parler de la scène de drogue dans le Loup de Wall Street même si elle était excellente. Et j'ai hésité entre Las Vegas Parano que j'ai découvert 2 semaines avant donc le thème tombait bien et Le Festin nu. Et finalement, je sais pas pourquoi j'ai choisi un autre film de Terry Gilliam, donc je vous l'ai cité tout à l'heure vite fait, que j'avais envie de voir et du coup que j'ai vu pour l'occasion, c'est Tideland. Alors Tideland, pour la petite histoire, c'est très très compliqué de le résumer. Donc c'est l'histoire d'une gamine qui vit avec ses 2 parents toxicos dans une espèce de baraque totalement paumée, pas loin d'un désert américain en gros. Le père est joué par Jeff Bridges, la maman je ne me souviens plus. Et alors que j'ai vu le film et j'ai déjà oublié plein de trucs. Et en gros, la gamine est tellement habituée à la toxicomanie de ses parents qu'elle leur fait régulièrement leur fixe, qu'elle prépare pour ses parents, voilà leur petite dose d'héroïne et tout ça. Et donc la maman meurt au début du film et le papa meurt dans les 15 premières minutes. Donc Jeff Bridges joue un cadavre pendant 1h30, c'est très sympa. Et en gros, la gamine ne sait pas que son père est mort. Et elle va faire des allers-retours et s'inventer son petit monde. Donc en fait, on a une sorte de gamine qui vit l'aventure du labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Sauf que c'est totalement glauque parce que elle vient tous les soirs raconter au cadavre de son papa qui commence à suinter toutes les histoires qu'elle a vécues avec ses amis imaginaires. C'est extrêmement sombre. Le film a été refusé de partout, si bien que Terry Gilliam a fait en partie la manche dans le métro, enfin dans le tube londonien, pour pouvoir récupérer du financement pour pouvoir faire le film. Donc quand on dit que ce mec est un artisan de la galère, là on est haut. Et voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est très traumatisant. Même encore là, je me demande si j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai vu, parce que c'est très graphique, c'est très violent aussi dans ce que ça dit. C'est un enfant abandonné à lui-même, à elle-même qui vit sa vie dans un monde qui clairement ne va lui laisser aucun cadeau, mais à la fois il y a une espèce de poésie inhérente à Gilliam qui arrive à emporter dans ce glauque ambiant. Donc je le conseille. Ok, Thierry, très très bien. Bon, alors, c'était assez difficile pour vous conseiller un film, parce que moi la drogue c'est pas trop un sujet qui me tient spécialement à cœur, c'est un peu comme le Noël pour Thierry quoi, vous voyez, on a les passions, chacun ses passions si vous voulez. Je préfère la drogue. Oui, je sais, je sais bien. Et alors la drogue à Noël, mouah. Oui. Non, là, effectivement, quand je pensais film de drogue, je pensais à Requiem for a Dream. Mais bon, c'est un film, si tu veux, je l'ai vu il y a 15-20 ans, je veux plus jamais le revoir. Je le trouve très très bien, hein, formidable, mais je veux plus jamais le revoir, pour vous dire à quel point il est bien, donc ça fait partie des conseils. Mais non, je vais reprendre mon challenge tranquille de finir ma pile de DVD que j'avais lancé au début du confinement, et j'ai pris le film qui s'en rapprochait le plus. Du coup, donc on va rester dans la poudreuse. Puisque ça se passe sous la neige. C'est Les 8 salopards, The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Voilà. Et par la même occasion, je finis par compléter tous les longs métrages de Tarantino. Ça y est, je suis à jour. Je les ai tous vus. C'est un huis clos western sous la neige avec un casting de folie. Et alors là, c'est le top. Là, il y a Samuel Jackson. Bon, vous me direz chez Tarantino, Samuel Jackson, c'est logique. Ouais, t'es même plus obligé de le citer à force. Hein. Ouais, c'est ça. Kurt Russell, Jennifer, Jason Leigh, Tim Ross. Tim Ross, bien sûr. Alors, merci de niquer mon effet, c'est bien. Donc Michael Madsen, Bruce Dern bien sûr, et un acteur dont on a parlé dans l'émission. Voilà, merci Marwan. Attends, on pourrait quand même observer un silence de respect quand on dit Bruce Dern. Enfin, excusez-moi. Voilà, c'est tout. On n'a pas dit de jouir, Thierry. T'as parlé de silence. Mais il a parlé du Dern. Et puis, merde, va te masturber dans les marguerites en grégorien, cornichon. Cornichon. Donc un casting de folie, plus un acteur dont nous avons parlé dans l'émission, mais je vous laisse la surprise parce que bon, si on vous dit qui c'est et qu'est-ce qu'il fait dans le film, bon, on perd un petit effet de surprise, voilà. Et donc non, ouais, c'est formidable, ça dure 3 heures, j'ai cru que ça en durait que 2, enfin, c'est beau, c'est sublime, c'est tourné en Panavision, ça semble paradoxal pour un huis clos et pourtant ça marche super bien, tout est magnifique. Bon, je pourrais en parler des heures, mais c'est sublime. Hera, c'est toi? Non, alors vous voulez que je sorte le truc, tout ça pour que je sorte le truc d'Hera. Oh, regarde comme c'est beau le cinéma, comme je le maîtrise et comme je sais faire. Branlette, grosse branlette.
Voilà, t'es contente? Oui. Tout ça pour ça. Bon. Bref, donc je suis super content et donc ça fait c'est un excellent film, j'ai adoré. En plus, ça m'a fait énormément penser à Reservoir Dogs, son premier long, qui reste mon préféré. Comme il s'en rapproche, je l'aime d'autant plus. Voilà, j'en ai parlé longuement, je crois. Je couperai la moitié sûrement au montage. Il y a des chances. C'était les recos des invités, mais bon, tant qu'on est dans les recos, on va faire un peu de promo, d'autopromo. Luc, où peut-on te retrouver après l'émission ? Alors moi je tiens 2 podcasts, j'en ai lancé un en 2016, ça s'appelle Retour vers le Turfu. C'est un podcast en fait où chaque mois on parle d'un film et aussi on le remet en contexte dans sa sortie en France. Donc on va parler de ce qui se passait en actualité, de ce qui se passait au cinéma à l'époque de la sortie du film, de à quoi on jouait, qu'est-ce qu'on écoutait comme musique. Par exemple, le Hit Machine, de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on regardait à la télé, bref. Charlie et Lulu, effectivement, les meilleurs. Et après, en fait, on discute du film, on l'analyse, on le critique, et puis à la fin, on met une note sur 10. Et il se retrouve sur un classement général. Voilà, pour tout vous dire, on a une quarantaine de films qu'on a chroniqués là depuis ces 4 dernières années. Et globalement, le classement fait comment dire, débat au sein de nos auditeurs et de chez nous. Bref, c'est un objectif vraiment à long terme où on essaie de chercher le meilleur film de tous les temps. Chose impossible, on le sait tous, mais c'est un objectif très drôle à essayer de suivre. Donc voilà, Retour à Turfu, ce podcast-là qui est disponible partout. Et le deuxième, c'est un podcast que j'ai lancé il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle, comme tu l'as résumé au début, complètement une idée complètement défoncée en fait, où on décide de parler de séries télé en ne regardant que le premier et le dernier épisode. Alors c'est pas tout à fait le cas, hein. On est 6, donc il y a 3 qui l'ont vu, 3 qui n'ont vu que le premier et le dernier, et en essayant d'en discuter en fait, voilà, d'essayer de débattre avec ça et essayer d'en parler justement avec ceux qui n'ont vu que le premier et le dernier, ou sur certaines séries ils sont complètement perdus ou ne savent pas exactement ce qui s'est passé et trouvent l'expérience extrêmement fun, ça qui est drôle. Par exemple, on avait fait Game of Thrones au début, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre comme conneries? On avait fait Friends, Neon Genesis Evangelion, on fait un peu de tout, hein, que ce soit la série américaine, série française, animé japonais. Et là, on prépare un épisode, on le tourne samedi, on prépare un épisode sur la meilleure série allemande de tous les temps, Le Destin de Lisa. Derrick. Le Destin de Lisa. Et pas de bol. Oh mon dieu, Le Destin de Lisa. Ouais, on sait, les épisodes sont téléchargés, les bières sont ouvertes, bref, on va débattre du Destin de Lisa et notamment pourquoi ça a marché et également faire un petit tour d'horizon de toutes les Lisa que nous avons eues dans les films ou les séries. Bref, un bon épisode en perspective et franchement, souhaitez-nous bon courage parce que le Destin de Lisa, c'est quand même le Vietnam, quoi. Mais attends, la question, quand vous regardez une bonne série, c'est pas ultra cruel pour ceux qui vont se taper juste le premier et le dernier? Ils ont signé. Maintenant, ils se démerdent. Je m'en fous. Parce que là, on va faire. Parce que est-ce que derrière, ils ont envie de regarder la série? Voilà. Alors, ils savent exactement comment ça va se conclure. C'est la grande question qu'on leur pose à la fin, justement. Est-ce que, avec tout ce qu'on a parlé et tout ce qu'on a débattu, parce que forcément, on leur spoil la gueule, hein, est-ce que finalement, vous serez prêt ou pas à revoir la série? Game of Thrones, ça a fonctionné tant d'enfer, hein. Les gens, même s'ils savaient ce qui se passait, ils se disent putain, mais ça va être sympa à regarder, tu vois. Plein de trucs comme ça. Et effectivement, c'est une grande question qu'on peut se poser. Donc là, on va prévoir bientôt peut-être de faire Twin Peaks, qui peut être sympa aussi à regarder le premier et le dernier, surtout la saison 3 The Return qui est complètement ouf, et le dernier épisode qui est absolument lunaire. Il y a également, on va faire bientôt The Shield aussi. Il y a plein de séries qu'on va faire où la fin est effectivement on arrive, on est putain quoi. On a fait Six Feet Under, on a fait Desperate Housewives aussi, là je reprenais la liste qu'on avait fait. Bref, on a fait pas mal de séries cultes déjà, on en a encore un paquet à faire, mais c'est extrêmement fun, ça dure 1 heure et c'est super fun. Sur une Nous d'enfer, le spoil, c'était pas trop un souci. Ça va. Mais du coup, Luc, vous faites que des séries qui sont finies? Ouais, généralement. Alors, soit on fait des séries qui ont fini, soit on les prend par saison aussi, parce que certaines séries font des saisons différentes, hein. On pense à True Detective, par exemple. Il y a également des séries annulées. Alors, les séries annulées, on se fait un truc. John Doe. Ouais, ben là, il y a Mindhunter. Mindhunter, on garde un peu parce qu'on sait pas encore s'il y aura une saison 3 ou pas, mais par exemple, Altered Carbon ou toutes les séries Netflix, hein, généralement, qui sont annulées. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'inventer la fin derrière. On essaye d'essayer de réécrire et se dire, attends, la fin, comment ça pourrait partir, quoi.
Donc des fois on modifie un petit peu la formule pour s'amuser encore plus quelquefois quoi, pour des séries qui ont été malheureusement annulées sous l'autel des audiences quoi. Moi, je suis triste que vous n'ayez pas fait Doctor Who. Est-ce qu'on la fera un jour, c'est ça le truc? Ça ne finira jamais, Doctor Who. Ah, c'est pas sûr, hein. Vu le bordel que c'est, là. Je trouve ça très drôle en tout cas que tu aies choisi de parler de Twin Peaks le jour où Ellie n'est pas là, parce que je pense que sinon il serait déjà en train d'envoyer des mails d'insultes en disant t'as intérêt à m'inviter, sinon je pourris ton serveur à vie. Bah, généralement en plus on prend des invités généralement, et effectivement dès qu'il y a une série culte on demande aux gens s'ils veulent participer, et on se fait blinder nos mails hein. Enfin très clairement. Bah, très clairement on se fait blinder. Mais voilà, mais en tout cas voilà, c'est ces deux podcasts Retour à Jean le début la fin, et j'en profite pour vous remercier de m'avoir invité. C'était bien cool de parler de drogue au cinéma. Il fallait que quelqu'un le crie à un moment donné. Ouais, forcément, il fallait faire une petite référence. Mais effectivement, c'était cool. Bon, la sélection elle était un peu en denti, hein, mais c'était vraiment agréable de pouvoir en parler avec vous. C'est les risques du métier, mais oui. Je pensais au danger du classement, parce qu'on arrive à la fin de l'année, il va falloir choisir les meilleurs films de l'année, et là aussi c'est compliqué. Ne serait-ce que sur une année, c'est compliqué, alors dans tous les temps. Ah, c'est le bordel. C'est le bordel. On continue la promo tant qu'on y est. Ben ouais, c'est Noël, c'est bientôt les cadeaux à faire. On en profite pendant juste le mois de décembre. On participe d'ailleurs, puisque c'est encore présent au moment où l'épisode sort. On participe à la boutique Podcastéo, donc on a des produits dérivés qui sont aussi à la vente pour soutenir le podcast. Voilà, c'est l'instant promo, on en profite. Donc si vous voulez un t-shirt, un sweat, une gourde, un mug ou même un tote bag, certains l'aiment à chaud. Voilà, vous pouvez même modifier la taille du logo et choisir la couleur que vous voulez. C'est très pratique, c'est très saillant. D'ailleurs, je crois que Thierry, tu as déjà commandé plein de goodies, je crois. J'ai déjà acheté plein de goodies, mais sachez en plus qu'on a ajouté une petite plus-value, parce que un claque podcast sans plus-value, ça n'existerait pas. Et ça a été évidemment très concerté avec l'équipe, puisque ça va impliquer une personne qui va devoir faire des choses particulières, mais la personne a totalement accepté, évidemment, c'est cool. Donc sachez que si vous achetez des choses, évidemment n'oubliez pas de le préciser, mettez-le sur le réseau, prenez-vous en photo avec, parce qu'ensuite au prochain épisode, enfin en tout cas quand la boutique éphémère sera terminée en janvier, pendant le générique, un peu comme le Club Dorothée quand c'était ton anniversaire et que t'attendais de voir s'il y avait ton prénom, pendant le générique, Yassa hurlera vos noms. C'est pas magnifique ça? Oh punaise. J'étais pas au courant, mais ok, très bien. Il s'écrira pendant le générique. Il s'écrira pendant le générique. Non, on est obligé de faire un générique audio, on n'a pas le choix. Mais non, mais regardez votre appli de podcast, on ne sait jamais. Ça fait défiler avec notre souris en temps direct pendant le générique de fin. Voilà. Donc l'adresse de la boutique, on la mettra dans la description, parce que c'est un truc, c'est shop.spreadshirt.fr/podcastéo /certains lamachos, mais comme ça s'écrit bizarre, allez sur podcastéo et cliquez sur certains lamachos, c'est plus simple, ou alors dans le lien dans la description. C'est simple aussi. La semaine prochaine, alors on sait pas si les cinoches réourent en fait. Voilà, donc ça sera la surprise la semaine prochaine. Donc soit actu, soit thème de Yassa la semaine prochaine. Du coup, est-ce que Yassa a prévu un thème? Bon bah accrochez-vous, parce que le thème ce sera la pluie. Oh, c'est pas mal. Ah bah ça tombe bien, on s'est fait chier comme la pluie avec le film de... Attention, non mais attention, coréen, ça a le droit... Non mais attention, ça a le droit d'être des films joyeux quand même, hein. C'est la pluie, donc vous en faites ce que vous voulez. Allez, Memories of Murder direct, on y va. C'est parti. Et c'est parti. Donc la semaine prochaine, suspense, qui y aura-t-il dans votre application de podcast? Restez branchés. Un épisode Yassa ou un épisode Actu, à savoir la semaine prochaine. En attendant, le calendrier de l'Avent continue. Ça bouge pas. Quel que soit l'état des salles de ciné, le calendrier de l'Avent continue avec chaque jour un nouvel invité et un nouveau film. Bon, mais merci Luc, quand même. Merci à vous. Merci à vous. On va pas partir sans se dire au revoir, tout de même. Et vraiment c'est là, parce que sinon, avec Yassa, on aurait eu du mal à se défendre des autres pour le film. Ouais, mais nous savons que nous avons la vérité absolue. Ouais. Nous sachons. Merci également l'équipe Yassa, Éléonore, Marwan et Thierry. Merci à toi. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Oh. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Certains l'aiment au chaud. Vous pouvez retrouver l'émission ainsi que les précédentes et les suivantes sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour pouvoir les écouter dès leur sortie. Vous
pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clahac_podcast, CLAAC podcast, Twitter, Facebook, Instagram. On se retrouve soit dès demain pour le calendrier de l'Avent, soit samedi prochain pour une nouvelle émission. Surprise donc, en fonction de l'actu ciné ou de la pluie. On verra si on reste à la maison ou pas. À très très bientôt. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Bisous, bisous. Drag